petite app d'orientation, on va regarder. Ou pas, d'ailleurs. Si. Ok. Alors, on est à Saint-Denis-du-Péret. Baie de l'Aiguillon, 14 km. Réserve naturelle nationale de Saint-Denis à 1,5 km. Bon, on n'est pas très loin. Et la case de la Belle-Henriette à 9 km. Ok, donc par là-bas, ça marche. Bon, mais c'est parti pour l'observatoire. Entre marée mouillée et desséchée, nos yeux sont charmés par le vol des cigognes. C'est décidé, partons vite découvrir une réserve naturelle nationale située entre Saint-Denis-du-Péret et Trièzes. Espérons y découvrir un lieu magique, peut-être même hypnotique. Go! Bonjour. Bonjour. Alors, je ne veux surtout pas vous déranger parce que je vois que vous êtes en plein travail. Aucun problème. Vous travaillez pour cette réserve? Oui, je travaille pour cette réserve. Ouais. Je travaille pour la réserve naturelle nationale de Saint-Denis-du-Péret. J'en suis le conservateur. Mais où on se trouve là donc? Eh bien, on se trouve ici dans la réserve naturelle nationale du Marais communal de Saint-Denis-du-Péret, Oui. dite Michel Brosselin. Donc, c'est une réserve qui fait 207 hectares, qui est composée de prairies naturelles humides typiques du Marais poitevin. Donc voilà, comme on peut voir autour de nous. Et donc, c'est une réserve qui est co-gérée par la Ligue pour la protection des oiseaux et l'Office français de la biodiversité. Ok. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous étiez en train de faire Eh exactement? ben là, j'étais en train d'observer un peu les oiseaux et puis le bétail là, qui est autour de la baisse centrale de la réserve. Donc en face? Voilà, en face de nous. Et ça, avant du coup, de cheminer vers l'observatoire principal pour voir tout ça de plus près. Donc cet observatoire se situe à quelques mètres, c'est ça? Voilà, à quelques centaines de mètres en face de nous, au bout du couloir. On suit le couloir donc. On suit le couloir, on y va. On y va? C'est Super. parti. Pierre, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu, m'expliquer l'historique de cette réserve, comment elle a été créée, pourquoi, pour qui? Alors, cette réserve, elle est en place sur le marais communal de Saint-Denis-du-Péret. Donc en fait, un marais communal, c'est une zone vaste, comme ici, qui fait 207 hectares, où les habitants du village, à l'époque, pouvaient mettre leur bétail. Et donc, c'est des zones qui ont été ultra préservées, qui n'ont pas bougé depuis des centaines et des centaines d'années. Donc, c'est hyper intéressant au niveau floristique. La botanique, ici, c'est extraordinaire. Un nombre d'oiseaux énorme, plus de 270 espèces recensées sur la zone. Et M. Michel Brosselin avait très peur que ces zones de marais communaux soient défigurées, partent pour la grande culture, quoi. Et donc, en 1972, a été voté au conseil municipal, à 6 voix contre 5, réserve naturelle. Les 5 autres voix, c'était on laboure le communal. Ouais, c'est incroyable. Alors, ouais, donc du coup, un petit observatoire là, en direct sur le nid de cigogne. Donc on a une plateforme avec un nid de cigogne juste devant, je sais pas si tu vois. Donc là, on a un poussin cette année, pas une grosse année pour les cigognes cette année. c'est la cigogne qu'on va sortir du nid d'ailleurs. Ça, c'est le poussin, ça. C'est le poussin. Voilà, il est déjà assez gros. Mais qui est déjà très grand, oui. Bah oui, parce que là, on va arriver au moment où ils vont bientôt s'envoler. On a la chance que le mâle de ces cigognes-là soit bagué. Donc on connaît son âge, il a presque 30 ans. Il reste là toute l'année pour protéger son nid. Il fait partie de la petite dizaine de cigognes qui hivernent sur la réserve naturelle. Alors, elles venaient d'où ces cigognes? Donc, il y avait eu un oiseau, alors il me semble, je connais pas l'histoire exactement par cœur, je vais peut-être me faire taper sur les doigts. Du coup, il y avait un oiseau qui était un peu blessé chez un éleveur qui avait des oiseaux ici sur Saint-Denis. Et cet oiseau-là s'est reproduit avec un oiseau sauvage qui passait par là. Ils sont installés. Et à partir de ça a commencé une population de cigognes. Donc, les jeunes de ces cigognes-là, mais aussi d'autres cigognes qui arrivaient du sud pour s'installer dans le Marais poitevin. Donc, le Marais poitevin avait tous les atouts à l'époque pour accueillir des cigognes. Donc du coup, beaucoup d'eau, de la nourriture à profusion. Donc une petite population s'est créée. Et ensuite, la population a augmenté avec l'arrivée et l'explosion de l'écrevisse de Louisiane. Donc une espèce invasive qui est très très présente dans le Marais, ici, et qui a la particularité d'être porte-scène de la peste de l'écrevisse, et donc qui décime les populations de nos écrevisses autochtones.
Et donc aujourd'hui, avec la profusion de cette écrevisse de Louisiane, la population de cigogne est en très bonne forme. Et sa seule nourriture, c'est 99% de son régime alimentaire. Certaines années, quand on fait le bagage des poussins au nid, des poussins de cigogne, elles ont la peau complètement orange. C'est vrai? Ouais. Bah oui. Alors que la peau devrait être à peu près grise normalement. Et en fait, il y a tellement de bêta-carotène dans les carapaces, Dans les carapaces. d'écrevisses qu'elles se retrouvent complètement rouges. C'est assez hallucinant. Est-ce que tu pourrais estimer aujourd'hui combien de cigognes nichent ici sur Saint-Denis ou Alors sur Saint-Denis, sur la réserve, c'est facile. Il y a 2 plateformes, donc 2 couples. De couple? Simple. Mais par contre, sur la commune de Saint-Denis, il y a à peu près une quarantaine de nids de cigognes. C'est vrai? Donc une quarantaine de couples. Ah ouais, C'est le village aux cigognes. C'est le village aux cigognes, ouais. C'est génial. Ah ouais, c'est super. Et la population de cigognes de l'ouest de la France a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années, tellement qu'il y en a plus qu'en Alsace maintenant. Voilà. Il y a un truc aujourd'hui dans le Marais où on commence à dire « Oh là là, il n'y a plus de grenouilles à cause des cigognes ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les cigognes n'ont pas décidé de génocider toute la population de grenouilles. Parce que tu dis qu'elles mangent les écrevisses. Elles mangent les... Ouais, c'est normal. Les écrevisses sont tellement faciles à attraper. Et c'est en gros un bon rapport qualité-prix au niveau de l'énergie, quoi. Donc elles vont pas s'embêter. Elles mangent quelques grenouilles. C'est normal. Mais c'est pas elles qui ont décidé de détruire la population entière de grenouilles. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu aimes avant tout faire dans ton métier? La partie de mon métier qui est la meilleure, c'est être sur le terrain, faire les suivis dehors et puis être en lien avec les éleveurs qui utilisent la réserve. Parce qu'on a réellement besoin d'eux. C'est vraiment des partenaires de gestion dans la réserve naturelle. Parce que voilà, il y a l'élevage, c'est des éleveurs extérieurs qui viennent amener leur bétail sur la réserve. Donc c'est primordial qu'on ait un dialogue permanent avec eux et une bonne entente. Ils sont nombreux? On a 5 éleveurs de bovins et 1 éleveur de chevaux sur la réserve qui vient. Et après, toute la partie médiation auprès du public, tu peux l'assurer ou il y a Alors, oui, j'assure quelques animations au cours de l'année, mais le gros de ce travail est réalisé par ma collègue qui est animatrice, à plein temps sur la réserve, et qui réalise des visites guidées avec l'aide d'une collègue en ce moment au service civique qui est là pour nous aider pour la saison, mais aussi d'autres animations, donc plus grandes, avec sur différents thèmes, tout au long de l'année. Et voici le Graal, le sacro-saint. Un observatoire, l'un des plus beaux de France. Un espace permettant de percer l'intimité de toute cette faune qui nous entoure. Mais quel est cet animal ? Imantompus, j'appelle donc les chasses blanches. Et nous écoutons Pierre nous conter son marais. Une passion. Cette passion même qui l'anime depuis son plus jeune âge. Il est touchant, ce Pierre. Il nous parle de sa carrière, de ses premières expériences, une enfance passée ici, sans savoir que son amour pour cette faune et cette flore du marais deviendrait son métier. On aime trop ce genre d'histoire. Les animaux assurent le spectacle. Quel luxe! Voyez cette danse? 3 oiseaux qui font les pointes à seulement quelques mètres de nous. Cet observatoire est quand même un merveilleux outil pour toi. C'est un outil extraordinaire pour tout ce côté découverte, sensibilisation et du coup animation. Notamment là, on peut accueillir des classes entières. C'est ça. Voilà, et on travaille avec eux sur qu'est-ce que le marais, savoir reconnaître les oiseaux, quels sont les gestes qu'on peut faire chez soi pour protéger la nature au quotidien. Donc ça, c'est l'outil de l'observatoire, il est extraordinaire et on va le maintenir. On va même agrémenter cet observatoire avec des formes d'oiseaux, justement pour des publics non-voyants et malvoyants, Ça, c'est génial. qui puissent appréhender au toucher quel est cet oiseau dont vous me parlez depuis tout à l'heure, mais que je ne peux pas voir. Pierre, maintenant, nous va reprendre le chemin. Merci pour ton accueil. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Toujours les bienvenus. Et puis merci aussi de parler de cet endroit qui me tient énormément à cœur. Ça se sent. Ça sent que tu es habité par l'endroit. En tout cas, merci. Et puis Merci à bientôt alors. À très bientôt. Au revoir. Salut.
Il est 8 h, le chemin est super calme, pas un bruit, si ce n'est le chant des petits oiseaux, c'est super. Derrière nous, Saint-Denis-du-Péret, devant nous, la case de la Belle-Henriette. Eh bien oui, rappelez-vous, dernièrement, Pierre nous a conseillé de venir jusqu'ici rencontrer Sylvain, son collègue conservateur sur la case de la Belle-Henriette. Je crois que c'est ce monsieur qui est sur la passerelle là-bas. On y va. Sylvain peut-être? Bonjour Sylvain, Marion. Salut. C'est Pierre, ton collègue de Saint-Denis-du-Péret, qui nous a conseillé de venir te rencontrer. Ah, il a eu une bonne idée pour une fois. C'est vrai? À ce point-là? Pas du tout. C'est un collègue et un copain. Non, voilà, il a compris en fait qu'on longeait les chemins et notamment là, on arrive sur cette partie littorale. Il a dit, vous pouvez pas faire le littoral sans passer voir Sylvain, la case de la Belle-Henriette. Alors toi, tu es conservateur ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que la case de la Belle-Henriette? La Belle-Henriette, c'est ce qu'on appelle une lagune, plus qu'une casse d'ailleurs. C'est quasi unique sur le littoral atlantique français. C'est un écosystème qui est très, très présent sur la côte est des États-Unis. Il y a des grandes flèches sableuses et des grandes lagunes. Mais en France et en Europe, ça l'est beaucoup moins. Ce n'est pas du tout les mêmes courants, ce n'est pas les mêmes configurations. Et puis surtout, on a largement fixé notre littoral ici en France. Il est aménagé, il est fixé. Donc là, c'est un des derniers endroits du littoral français qui évolue naturellement. Voilà. Henriette, elle a une centaine d'années. Il y a une grande flèche sableuse qui est partie vers le sud et qui a isolé entre le continent et l'océan une lagune qui fait à peu près 7 km de long. Et souvent, je m'amuse à dire que c'est une centenaire, Henriette, qui a le secret de la jeunesse éternelle parce qu'elle se renouvelle tout le temps, en fait. Quand on laisse faire la nature, elle se renouvelle tout le temps. Dans les années 70-80, on a essayé un petit peu de la garder telle qu'elle était, c'est-à-dire à déconnecter de l'océan à cette période-là, un coup de bulldozer, et puis on s'est rendu compte là depuis une dizaine d'années que ça ne servait à rien, que les enjeux n'étaient pas là. Et donc on la laisse se reconnecter librement à l'océan. Voilà. Voilà ce qu'est la Belle-Henriette. Et donc dessus, il y a une réserve nationale depuis 10 ans maintenant. Tu acceptes qu'on fasse quelques pas ensemble, Sylvain? Bien sûr, tant qu'on reste sur les chemins. Allez. Est-ce que tu peux estimer combien de personnes empruntent cette passerelle tous les ans? Bon, non seulement je peux l'estimer, mais je peux le dire avec précision. C'est vrai? Oui, on a des éco-compteurs qui nous permettent de le savoir. Donc on sait exactement combien on a d'entrées, combien on a de sorties. Des entrées sur une passerelle comme celle-ci, c'est à peu près 80 000 par an. On peut continuer à marcher quand même. Hein, oui, non, on peut continuer à marcher. 80 000, ça fera 80 002 avec nous, mais 3. Mais oui, c'est énorme. Après, effectivement, c'est aussi une zone qui est merveilleusement bien située entre la Tranche et la Faute. Ouais. Voilà. Donc j'imagine que l'été, effectivement, ça doit exploser. En fait, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait depuis les années 70 que c'est un site qui est très fréquenté. Tout autour, c'est urbanisé, il y a des campings. Et puis c'est pareil, moi, dès le début, j'ai dit le tourisme balnéaire, c'est une réalité. Le business, c'est pas un gros mot. Il est là, beaucoup de gens en vivent. Il faut juste réussir ce pari d'intégrer une réserve nationale dans ce contexte-là. Je pense qu'on l'a assez bien réussi. Hein. On a essayé de garder un maximum des chemins et on les a aménagés sécurité pour que les gens continuent à aller à la plage. Alors, toi, tu es là depuis longtemps, Sylvain? Alors, comme conservateur, je suis là depuis 10 ans, depuis la création de la réserve. Depuis le départ. Ouais, voilà, c'est ça. Je travaille à la LPO France. Et puis, dans les années 2000, j'ai pas mal travaillé ici sur ce site avant que ce soit en réserve. Déjà sur la protection du gravelot à collier interrompu, sur la lutte contre le baccaris, sur tout un tas de choses. Qu'est-ce que la lutte contre le baccaris? Ah, le baccaris alimifolia, c'est un copain américain de Louisiane qui a été largement planté dans les campings, il faut le dire, hein. C'est pas grave, c'est une réalité. Et en fait, il a une fâcheuse tendance à bien se plaire en plus dans ce type de milieu, puisque en Louisiane, c'est ça, c'est des milieux un peu lagunaires, en tout cas saumâtres, subsaumâtres. Donc il supporte bien le sel. Il pousse très vite et il a une floraison et une germination qui est super importante. Et il va avoir tendance à tout recouvrir. D'accord. Donc dans les années 2000, où la lagune était déconnectée de l'océan, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'artificiellement, on l'avait déconnectée, pas nous, évidemment, réserve, mais les services de l'État ou les services municipaux. Et là, depuis que c'est complètement reconnecté à l'océan, le taux de salinité, c'est quasiment celui de la mer. Donc là, le baccaris, là, il ne supporte plus. D'accord, ok.
Ici, on est vraiment dans un endroit où c'est la nature qui fait ce qu'elle a à faire. On lui fiche la paix. Voilà. On lui offre ce poumon, en l'occurrence une lagune, où elle est tranquille, elle fait ce qu'elle a, elle évolue comme elle veut. Et ça, moi, je trouve ça magique. C'est magique. C'est juste génial. Et donc, nous, souvent, on peut se charrier entre nous, mais nous, on ne fait rien en termes de gestion. On ne fait pas de niveau d'eau, on ne fait pas d'ouvrage, on ne fait pas de travaux, machin. Le seul petit aménagement qu'on fait, c'est pour le Pélobate cultripède. C'est le crapaud le plus menacé d'Europe. Personne ne le connaît, ce petit crapaud des sables, là. La lagune a été un gros bastion sur la façade atlantique, le reste d'ailleurs aujourd'hui. Mais c'est le seul espèce pour lequel on fait des travaux, c'est-à-dire qu'on restaure quelques mares. Voilà. Très modeste, mais pour une espèce qui en vaut largement le coup. Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Quand tu pars le matin, que tu prends ta voiture, tu viens ici, où il n'y a personne ce matin, enfin, c'est incroyable. Tu as la réponse. Mais j'aimerais bien que tu me la formules. Ah, je peux la formuler. Ce que je peux faire aussi, si je peux me permettre, je peux juste dire au caméraman de faire un 360 sur lui-même. Ah, tu et peux. Puis je peux, voilà, je lui suggère. Alors il s'appelle Stéphane et tu veux lui Stéphane, dire. fais donc un 360, puis je pense que les images elles vont parler d'elles-mêmes. Ouais. Voilà une nature sauvage, préservée, qui évolue librement, sur laquelle les gens peuvent aller à la plage et revenir tranquillement. C'est un beau pari, c'est bien réussi. Et là, c'est peut-être pas le moment de parler de tout ça, mais autour de nous, on ne les verra pas à l'image. Mais il y a une multitude d'espèces, de très communes, et puis plein de rares et menacées. Donc là, dans ce qu'on vient de 360, là, il y a de la gorge bleue à miroir blanc. L'été, il y a du balbuzard pêcheur, il y a du pipi de farlouse, il y a de l'alouette des champs, il y a de la loutre qui vient là. La loutre, voilà. jusqu'ici. On est passé sur une passerelle, puis là, il y a des ruissons. Donc quand c'est à marée haute, tout ça, c'est recouvert. Et on n'a pas l'impression, comme ça, quand on le regarde, mais on est à la base de la chaîne trophique, des chaînes alimentaires des océans. Une lagune comme celle où on se trouve là, elle produit plus de biomasse que la forêt amazonienne. Du zoo et du phytoplancton en masse. Ouais, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Toute cette biomasse, après, elle part à l'océan. D'accord. Elle part à l'océan soit sous forme de biomasse pure, et puis c'est le requin-baleine, pèlerin qui va absorber tout ça, et soit sous forme de chaîne trophique. Donc des petits poissons, ils viennent se nourrir ici, grandir ici, ils repartent en mer, se manger par les gros, etc. Enfin, on connaît tous les chaînes trophiques, quoi. Donc si on veut des beaux gros bars à manger sur le barbecue, des lagunes comme celle-ci, c'est indispensable. Est-ce que tu crois que ce paysage se développera encore d'ici les prochaines années? Est-ce qu'il va changer? Est-ce que de nouvelles espèces vont arriver? Je ne suis pas devin, j'en sais rien du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a le changement climatique. Évidemment, le trait de côte, il va changer. Mais la lagune, c'est un bon indicateur aussi de l'évolution du trait de côte. Parce que je pense que voilà un trait de côte qui, mine de rien, absorbe l'évolution du niveau de la mer. Quand la mer, elle arrive entre un écosystème comme celui-ci, là, on voit, on a à peu près 600 mètres entre une plage, un petit système dunaire, un grand présalé et une ancienne digue, qui est 2 fronts de mer. Là, c'est écrété. Quand la houle elle arrive là-dessus, elle est freinée. Les sédiments se déposent, etc. Si vous n'avez rien du tout, ça vient impacter directement, quoi. Donc je pense que, d'ailleurs, la doctrine de l'État là-dessus, elle a bien évolué. Aujourd'hui, elle est assez claire. Le recul stratégique, l'anticipation de tout ça, ça va passer par des lagunes et des systèmes dunaires en évolution libre. Ça s'imposera à nous de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Et là, on arrive sur la plage. Mais avant d'arriver sur la plage, ce qui est intéressant ici, c'est que là où on est, il y a à peu près 4 ou 5 ans, il n'y avait rien du tout. La lagune s'est reconnectée à l'océan. Il y a une grande passe, une grosse connexion en fait. Et partout là où on est, ça surversait largement à marée haute. Et là, on est exactement dans la cicatrisation dunaire. Donc quand on laisse la nature faire, elle se cicatrise elle-même. Il suffit de canaliser les gens, on voit bien, c'est très clair. Les gens passent ici, à droite et à gauche, c'est protégé, la végétation elle est là. Elle piège le sable, elle fait rehausser la dune, et là on a une protection naturelle, une défense contre la mer naturelle. Et voilà, ça va très vite et ça marche très bien. Et ce qui est génial, c'est là, comme on est en train de faire, en fait, c'est de suivre cette succession de paysages, en fait. Lagune, dune, plage. C'est formidable. Ça marche comme ça. On a le continent entre guillemets, la lagune, la dune, et toutes les formes de dunes, la dune grise, la dune mobile et la dune embryonnaire sur laquelle on va arriver. Voilà, ça marche très bien. Et tous ces zoyas, tous ces agropyrons, ça piège le sable et ça le stabilise. Puis toutes ces petites fleurs, là en plus on a la chance, elles sont bien... du liseron, là, voilà. Là il y a tout, là. Moi, souvent, ce que je considère, c'est que le principal risque sur les systèmes dunaires, c'est le surpiétinement. Alors, il faut aider les gens à essayer de le canaliser le mieux possible et
tout en faisant en sorte qu'ils puissent aller à la plage. Mais quand on canalise bien, tu vois, sur notre gauche, là, c'est des poteaux qui faisaient 1,50 m de haut. Hein. Là, ils sont complètement ensevelis, on voit bien que ça a super bien marché. C'est super. Donc, quand on a ça, nous, on est très contents. Donc là, Sylvain, la réserve, elle va s'étendre jusqu'au Bouchot, à peu près, Oui, c'est ça? C'est ça, 7 km de long entre la Faute et la Tranche. Et puis, toute la partie lagunaire, dunaire et marine. D'accord. Donc, de l'estran à marée basse, et puis de l'océan à marée gauche. Et puis, ce qui est magique, c'est qu'on peut s'asseoir. Ben, je me tiendrais bien le luxe, effectivement, de nous asseoir. Parce que C'était là, même pas franchement, prévu. pour savourer le paysage, enfin voilà, on a l'île de Ré en face, le pont, le phare des baleines. C'est ça. Et tu peux m'expliquer un petit peu cette petite pointe, parce que là, Complètement. Donc effectivement, on a l'île de Ré juste en face, le phare des baleines en face de nous. Oui. On a cette petite pointe qui avance un petit peu. Elle est un petit peu magique, cette petite pointe, parce qu'elle crée un retour de vague derrière. La houle, elle arrive justement entre l'île de Ré et la Tranche-sur-Mer. Et quand la houle est trop forte pour nos amis surfeurs, pour aller sur Bud, ou etc., et ben c'est un spot de repli, là. Comment tu imagines l'avenir, Sylvain? Les prochaines années? Rester ici? Changer? Ah oui, Ouais. ah oui, j'ai aucune raison d'aller ailleurs. Et qui voudrait aller ailleurs qu'ici? C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. C'est pour ça que je te Non, pose mais la en question. Vendée, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, franchement, je ne vais pas faire la publicité de quoi que ce soit pour vanter la Vendée. Je pense qu'il y a un certain nombre de personnes dans ces métiers qui s'en chargent très bien. Mais juste comme ça, la Vendée, c'est juste génial. Franchement, la mer, l'océan est à côté, il y a le bocage qui est pas loin, il y a le marais au sud et au nord, avec le marais breton. Les villes comme Nantes, Angers, La Rochelle, qui sont des gros pôles urbains, mais qui restent entre eux. Nous, on y va juste pour en profiter et on repart. Ouais. Non, c'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, aucune raison d'aller ailleurs, aucune raison de changer de métier. Juste continuer ce qu'on a entamé depuis des années et qui marche plutôt bien en termes de conservation de la nature. Donc, ouais, je pense que... Je ne sais pas quelles images vous aurez réussi à faire ou quelle tonalité vous donnerez, mais je pense qu'on a pas mal réussi notre mission. Enfin, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un de fier ni d'orgueilleux, mais là-dessus, je pense que... C'est évident. Et je le dis d'autant mieux que c'est un travail d'équipe. Donc, voilà. Est-ce qu'on pourrait rencontrer quelqu'un de ton équipe, justement? Ah bah oui, ce serait bien ça. Parce Je que crois qu'on est... tu nous parlais des techniciens Oui, tout à oui, l'heure. qui font un gros boulot, qui font la majeure partie du travail. Hein, ça. Donc je crois que j'en ai un qui est sur le terrain ce matin. Ce serait rigolo qu'on le Bah croise. oui, ce serait chouette. Je me lève. Ce serait chouette. Oui, je veux bien. Donc c'est Où quelqu'un qui est-il est en permanence sur le site. Hein. Nous, il y a quasiment toujours quelqu'un en fait sur la réserve. Soit pour des missions de police, soit pour des missions de suivi biologique, de suivi scientifique, il y a quasiment tout le temps quelqu'un. Alors après, elle fait 370 hectares. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est tu peux être énorme. à un bout, et puis, mais il y a quasiment tout le temps quelqu'un. Ouais. Par tous les temps, toute saison. Par tous les temps. Quand il fait beau et chaud et très chaud, avec 35 Il y degrés a sur pas le d'ombre sable. du tout, Sur ouais. le sable, quand il fait 35 degrés dans l'air, il peut faire 45 degrés sur le sable. Hein. Et puis aussi l'hiver, quoi. Quand là, les tempêtes, que les embruns arrivent, qu'il fait 4 degrés, tu es plein de sel, c'est beaucoup moins fun. Ça, c'est les travaux Oui. physiques quand même. Ouais, ça peut être physique. La pose de ganivelle, la pose de certains trucs, ouais, c'est physique. Et puis il faut marcher dans le sable, hein, C'est ça. c'est des kilomètres à pied. Et ça, tu as 2 personnes, tu disais à part ça. 3. On est 4 permanents. D'accord. Ah, ce serait rigolo que ce soit lui quand même. Bah, ce serait génial. Donc, Paul, on vient vous déranger. Ouais. On vient vous déranger, mais on voit avec votre longue vue. Et puis, moi, je veux simplement papoter un petit peu avec vous de toutes ces missions que vous menez quotidiennement sur la réserve. Ouais, avec plaisir. De toute façon, notre rôle, c'est aussi de sensibiliser, d'informer le public, notamment sur un site comme celui-ci où du public, il y en a. Beaucoup. Donc beaucoup de gens savent qu'il y a une réserve, mais pourquoi, quelles sont les espèces, etc. C'est pas forcément le cas. Notamment dans le cas des touristes, des estivants qui viennent là, qui sont là que 15 jours et qui découvrent complètement. Donc notre boulot, c'est aussi... Vous devez faire de jolies rencontres d'ailleurs. On va parler des belles rencontres. Ouais, tout à fait, ouais. Notamment chez les enfants qui doivent être curieux. Les enfants et puis le grand public en règle générale. Le grand public est quand même très sensible à la beauté de ce site, quoi. C'est un site magnifique, j'ai presque envie de dire unique en France, moi, ou rare en France de toute façon. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, Paul? Moi, depuis 2017, c'est pas si vieux que ça, mais je connais la réserve, le site plutôt. Je connais le site depuis 92-13. Et là, vous étiez en train de faire quoi? Là, j'étais en train de suivre les passereaux nicheurs
les petits passereaux qui vont nicher dans la dune ou dans le pré-salé. Je pense par exemple à la gorge bleue à miroir, je pense aux pipis trousselines, qui sont des espèces vraiment typiques de ce type de milieu-là, soit sur le pré-salé, ce qu'on a derrière, là, soit sur la dune, ici, tout autour de nous. Et comment vous faites quand vous les repérez? Vous les géoréférencez Ouais, sur... je géoréférence D'accord, ok, avec vous avez ceci, tout votre matériel. la tablette, et donc ça nous permet d'avoir un état des lieux très précis. Complètement. Sur tout le printemps, parce que c'est un suivi qui commence dès février-mars et qui va se poursuivre jusqu'en début juillet. Et donc à la fin, on sait qu'on a à peu près, bien sûr, hein, ça reste non exhaustif, mais on a à peu près tant de couples de gorge bleue, tant de couples de pipi trousseline ou tant de couples de bergeronnette printanière. Et c'est génial, en effet. Aussitôt, Paul nous embarque. Suivons ses pas en prenant bien garde de ne pas perturber la nature. Un patrimoine fragile que tout à chacun doit préserver. Partons vite à la recherche de petites pépites récemment pondues par des gravelots à collier interrompus. Hé, trouvé! Cette réserve est aujourd'hui un site de nidification d'intérêt national. 195 espèces d'oiseaux sont répertoriées, auxquelles il faut ajouter 360 types de végétaux. Un vrai trésor! Stéphane, on va vite rejoindre la passerelle. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans la lagune parce que nous avons été autorisés à y venir grâce à la présence du conservateur. Maintenant, voilà, c'est quand même un espace qui reste interdit à tout piétinement humain ou même animal. Donc, passerelle. Bon, mais voilà, tout est marqué dedans, il n'y a plus qu'à suivre. Donc, on a quitté le GR, maintenant on part sur le centre-ville, tout simplement pour faire quelques découvertes. À toutes! Déjà les vacances? Oui, mais eux, ils viennent de Toulon. Alors, Vous venez de Toulon? On est tout le temps en vacances, oui. C'est bien ça. Complètement différent. C'est des paysans. En centre-ville de La Tranche, notre regard est de suite attiré par cette vitrine. Inutile de se poser 20 000 questions. Rentrons. Voici donc Hélène. Hélène qui est à la tête de cette belle épicerie, très justement baptisée La Bonne Quantité. Son souhait? Simplement créer du lien entre les consommateurs et les producteurs de notre territoire. Des produits sains, de chouettes valeurs bien solidaires, on aime et on soutient. Alors Stéphane, je t'invite à déjeuner face à l'île de Ré. Alors effectivement, ce sont que des panini, mais le cadre est quand même exceptionnel. Belle surprise en sortant de la terrière à La Tranche. Sur la route, un immense panneau maraîchage. Donc bien sûr, on va s'y approcher pour savoir exactement ce qui se passe dans cet endroit qui déjà annonce de très belles choses. Bonjour. bonjour à vous. Enchanté, monsieur. Marion. Ouais, Frédéric, donc Frédéric. ERL Le Gapia, voilà. GAEC Le Gapia. alors. ERL, ouais. ERL. Avant, c'était GAEC parce qu'on était plusieurs. Il y a mon père, ma mère et moi. Et depuis quelques années, je suis tout seul. Donc c'est passé ERL. Aujourd'hui, vous êtes maraîcher, Frédéric. Voilà, c'est ça, ouais. Oui. Quel joli métier. Ouais, dur aussi. Oui. Très dur. Mais vous êtes l'héritier d'une belle culture franchaise. Ouais, voilà, ici à l'époque, il y avait beaucoup d'ail, d'échalotes, de tulipes, de narcisses. Bien sûr. Et on se souvient tous de la fête des fleurs qui avait Oui. lieu à l'époque, Exactement. qui malheureusement a été arrêtée. Mais Alors vous portez quand même de chouettes traditions qui apparemment vous ont été léguées par vos parents, c'est ça? c'est ça, ouais, c'est ça. J'ai repris la suite avec mon père, enfin de mon père. Alors,
Et puis depuis, on a arrêté les tulipes et les narcisses et on s'est focalisé sur le maraîchage. D'accord, vous faisiez également du bulbe. Ouais, mes parents faisaient de vente de tulipes et de narcisses. Ah, je pense que votre histoire va m'intéresser. On peut visiter un petit Oui, peu bien sûr. vos Bien sûr, jardins? bien sûr. On dit des jardins? On dit jardin, ouais, voilà. Hein, et la particularité chez nous, c'est qu'on n'est que dans du sable. Donc du vrai sable jaune, c'est assez peu commun. Puis j'imagine que le goût est quand même différent. Le goût est un petit peu différent, ouais. Et surtout les légumes racines, comme ils n'ont pas de pierre, ils n'ont pas de grosses mottes, Oui. c'est assez propre et assez lisse, ça fait des légumes assez sympas. Je vous suis, Frédéric. Bien, c'est parti. Aujourd'hui, combien reste-t-il de maraîchers à la tranche? La tranche, je suis tout seul. Et Vous êtes puis tout seul. voilà, on était 6 ou 7 maraîchers il y a 30 ans. Je fais ma curieuse, j'avance un peu parce que j'ai commencé à avoir des petits fruits. Une serre entière en tomates. Alors, Donc, quelle variété de tomates? ici, c'est de la Gaïris, dans la tomate normale, rouge, tomate commune. Hein. Et ensuite, tout ce qui est là-bas, c'est des vieilles variétés. Donc des couleurs différentes, des goûts différents et puis des saveurs différentes. Ouais. On peut avancer pour voir? Déjà, votre père Donc, là- faisait ça, Frédéric? Non, mon père faisait juste les tulipes, les narcisses, pommes de terre, ail, oignons, Bon, échalotes. ce qui était déjà pas mal. Voilà. Ce qui Et était déjà pas après, mal. nous, on a fait il y a une dizaine d'années la vente directe. Quel recul avez-vous aujourd'hui sur cette zone directe? Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et les gens qui viennent en vente directe comprennent ce qu'on fait et estiment ce qu'on fait. Est-ce que vous m'expliquez justement comment on travaille cette tomate? Alors, Qui est pour moi la meilleure. là, on Après, c'est a, une question de goût. on a la cœur de bœuf. Ouais. Mais là, on est en début culture, donc on n'est pas encore. Il n'y a pas trop de mûres. Et puis, on a fait un ramassage ce matin. Hein, mais une cœur de bœuf, celle-ci, dans 2 jours, elle est bonne à ramasser. Hein. Elle va continuer à rougir. Et puis, va finir dans l'assiette de quelqu'un qui va se régaler, on l'espère. Vous les mettez en place quand, vos tomates? Là, on plante début avril. Début avril. Début avril. Oui, donc 2 mois finalement pour... Ouais, 2 mois et demi, ça dépend des températures. Parce que cette année, on a eu des températures assez fraîches Oui. et beaucoup de différences entre le jour et la nuit. Complètement. Donc ça a joué sur le développement. Après, on a toutes sortes de. On a des tomates noires aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Qui font des superbes assiettes. C'est Quand très on coloré, mélange ouais. toutes ces Quand on tomates, mélange, c'est ouais, magnifique. voilà. C'est magnifique. On mélange les couleurs, on mélange aussi les saveurs. Hein, parce que Complètement. chaque tomate a un goût différent. Quel autre légume vous avez ici sur... Alors sur ici, par exemple, l'exploitation? après, on a tout ce qui est petite culture, c'est pour la vente directe. Donc là, on a du fenouil. Oui, c'est ce Hein. que je vois. Après, on a basilic, on a des herbes aromatiques. De l'autre côté, on a du persil. Oui. Derrière, on a du poireau. Et par là, on a les fraises. Quelle grosse différence entre une culture en sable et une culture en terre? C'est plus facile à travailler dans le sable. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais ça use plus le matériel, parce que le sable, ça rentre partout. Forcément. Et ensuite, ça filtre beaucoup. Donc au niveau des engrais, tout ça, on en fait souvent, mais en petite quantité. Vous êtes né ici, donc, Frédéric? Oui. Ici, exactement à Non, l'intérieur? au Sable d'Olonne. Au Sable l'hôpital, d'Olonne. quand même, Bon, à comme un peu l'hôpital, tout le nous monde. sommes d'accord. Et après, non, j'ai toujours vécu ici. Ouais. Voilà, toujours à la terrière. Comment fonctionnaient vos parents? C'est C'est-à-dire, eux vraiment qui vous ont transmis cet amour de la terre, du sable? disons qu'on a toujours, quand on est baigné dedans et puis qu'on aime les tracteurs, on aime les engins, on aime le boulot, on aime, voilà. Après, la question se pose pas trop, on fait, C'est une on évidence suit et pour puis vous. évidence, oui, c'était à suivre, à faire à suivre. Ouais. Vous me montrez le petit magasin? Ouais. Pour un sourire, laissez-vous servir. Voilà. C'est En chouette, fait, c'est la maxime. En fait, chez nous, quand on fait des vieilles variétés de tomates, Ouais. on a décidé qu'on servait les clients. Vous avez raison. Ça évite aux gens de toucher, de tripoter, de remettre, et puis après, forcément, la qualité s'ensuit. Mais bien sûr. Donc, on sert les clients. Donc, la formule de politesse pour qu'ils consentent à se laisser servir, Ouais, parce que je souvent, les gens ont tendance à toucher, à tripoter, etc. dans les grandes surfaces. Chez nous, on dit on vous sert. Mais attendez, il n'y a pas que des légumes, parce que là, je vois des bocaux de confiture, Voilà. c'est ça? Voilà, ma femme fait toutes les confitures. Ah, c'est Donc, votre épouse qui fait, ça, tout à fait, avec nos légumes de chez nous et les fruits de chez nous. Oui, donc elle n'est pas qu'à la vente, elle est aussi à la Non, elle production. fait un petit peu tout, ouais, voilà, universel. Et là, j'imagine que c'est aussi du... Là, c'est du sirop de fraises. avec les fraises. Donc avec les fraises de la maison de chez et vous. voilà. Donc C'est génial. pour les enfants et puis les adultes aussi, ils font le droit. Et donc l'ail, l'échalote et là-bas, donc Voilà, la échalote, les produit racines. d'antan, on va dire de chez nous. Ça vous tient à cœur de toujours continuer cette culture de l'ail, l'échalote et l'oignon? Disons que ça ne nous aura pas l'idée d'arrêter pour l'instant parce que on les maîtrise et puis c'est des légumes qui poussent très bien dans le sable.
Si vous prenez autrefois la Tranche-sur-Mer ou n'importe quel article de la Tranche-sur-Mer, ils vous diront il y avait de l'ail, il y a des échalotes, des pommes de terre. Et, donc ce serait un peu bête d'arrêter ce genre de produit. Forcément. Qu'est-ce que vous aimez aujourd'hui dans votre métier, Frédéric? Les nouveautés. Parce que ça, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'on fait ça, on est habitué. Mais après, tout ce qui est tomates, vieilles variétés, essayer des nouveaux légumes, de voir si ça vient, voir comment on les cultive, c'est vrai que c'est agréable. Ça fait un petit changement dans les habitudes et puis on essaye de... Bon, là, pour l'instant, on n'est pas plein parce qu'on est en début de culture. J'imagine. Mais quand tout est plein avec plein de couleurs et que ça ressort bien, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Et je comprends que vous ne souhaitez pas que les clients, effectivement, touchent tous ces légumes. Voilà. Et alors, de l'autre côté, moi, je continue à faire ma... Ah oui, alors là, vous avez tous les petits poivrons, alors qui ressemblent... Enfin, qui ne ressemblent pas du tout aux poivrons d'Espagne qu'on peut trouver... Dans voilà, c'est d'autres endroits, c'est des tranchets. Ça, c'est évident. Donc là, on a les piments doux, voilà, Oui. piments doux. Des betteraves qui ont une des jolie concombres, couleur, voilà, des aubergines. courgettes, des betteraves, des aubergines. Alors là, par contre, Et vos haricots haricots- verts, ils me questionnent quand même. Haricots verts, haricots violets et haricots beurre. Vous m'amenez voir, d'ailleurs, votre endroit où vous Ouais, cultivez donc les ça haricots? va être de l'autre côté. Ça va être de l'autre côté? serres, ouais. Ok. Eh bien, on y va. Dernier exploitant maraîcher de la Tranche, Frédéric Bichonne et chérit sa production élevée en culture traditionnelle. Tout a bien changé ici depuis les années 60. Ce charmant sourire a clairement valorisé l'héritage familial. Alors, en conservant toutes les valeurs sûres, ail, échalotes et oignons, cet être visionnaire a enrichi les étals en proposant notamment tomates, aubergines, blettes, carottes et haricots aux couleurs de l'arc-en-ciel. Quel joli nom de rue! Quartier de la Terrière, au cœur de ce dédale de Venelle, les maisons basses typiques, toits de tuiles et murs blancs, rappellent que ce village fut le berceau des maraîchers horticulteurs, ces hommes qui ont bâti toute la renommée de la Tranche-sur-Mer. Alors, Sydney, 17 328 km. Non. En revanche, But 3 km, oui. Parti. Forêt domaniale de Longeville, la fraîcheur est là. Nous voici maintenant reconnectés avec la nature. Ouvrir grand les yeux, sentir l'humus, toucher les différentes écorces, nos sens s'éveillent petit à petit. On entend la mer. On l'entend bien. Maintenant, il faut la trouver. C'est autre chose. Elle est top. Hein. Plage de Rampillon. Se délasser les jambes et décontracter les orteils avec le salé. Un repos bien mérité, en réalité. Depuis qu'on est dans la forêt, on suit des petits panneaux inscrits sentier du Marais. Donc effectivement, je pense que le Marais doit pas être très loin. Donc on va poursuivre ce chemin, on va laisser un petit peu le GR et puis on va voir là où il nous amène. Voilà, on arrive au bout du chemin. Donc là, apparemment, nous sommes bien arrivés à l'embarcadère de la Maison du Marais. En revanche, je ne sais pas du tout ce qui s'y passe, donc on va s'approcher. Donc là, on a une petite guinguette, base de découverte Maison du Marais. J'ai l'impression qu'il y a des canoës. Ça risque d'être sympa. Ah ben, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous renseigner. Bonjour. Bonjour, On peut rentrer? bien sûr. Super sympa comme endroit. C'est magnifique, meilleur endroit du monde. C'est vrai? Ah bah oui, regardez. C'est-à-dire, il va falloir que tu nous expliques. Alors ici, on est à la Maison du Marais. Oui. Donc c'est un embarcadère municipal, c'est géré par la mairie. Et donc ici, on propose des balades en libre service, donc en barque et en canoë. Et vous avez la possibilité de vous promener donc, sur le Marais Poitevin, puisqu'on est ici à la pointe nord du Marais Poitevin à Longeville. Alors ça tombe bien parce qu'on arrive du Marais mouillé. Ouais.
Ici, je crois que nous arrivons sur le marais. Desséché. D'accord. Voilà, donc c'est une partie qui est un petit peu différente parce qu'ici les canaux ont été creusés il y a X années donc à la main, tout simplement pour assécher les terres que vous avez devant vous. Et donc tout ça à des vues agricoles, soit pour mettre les bêtes en pâturage ou alors faire des cultures principalement de céréales. Quel est ton prénom? Benjamin. Moi, c'est Marion. Est-ce que tu Enchanté, acceptes Marion. avant de... Je sais pas, on verra si on fait ou pas du canoë ce soir, mais est-ce que tu acceptes déjà qu'on fasse un petit bout de chemin ensemble? Pas de problème. Ça marche? Très Eh bien. ben, c'est parti. Allons-y. C'est parti, je te suis. Benjamin, quel est ton rôle exactement, toi, ici? Alors avec mon collègue Xavier qui est en train de débarquer des gens là-bas, nous on fait partie du D'accord. service des sports de la mairie. Oui. Et donc on a toute une partie qui est un petit peu découpée. L'hiver, on s'occupe principalement des activités sportives pour les écoles, D'accord. avec les élèves. Donc on propose du sport dans les écoles du coin. Et après l'été, on a toute une partie donc, saisonnière où on est ici. Il y a également des activités sportives sur les plages, etc. Donc on utilise un petit peu toutes les richesses de notre territoire. On a le marais, on a la forêt, puis on a Ouais. surtout la plage qui est principalement connue de nos touristes. C'est plus du travail, ça. On va pas se plaindre de notre travail, hein, Non, on c'est- l'adore. Hein. C'est génial, mais pourquoi avoir choisi de travailler ici, Benjamin? T'es du pays? Alors moi je suis natif d'ici D'accord. et donc j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif donc avec Xavier C'est qui vrai m'a eu en sport quand j'étais tout gamin. C'est génial. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et donc depuis j'ai passé ma formation et j'ai la chance de bosser avec lui et puis on est une équipe qui fonctionne bien. Comment tu transmets ton territoire, ton amour du territoire? Alors déjà pour bien le vendre il faut l'aimer. Ça c'est la première des choses. Nous on habite Longeville, on adore Longeville et derrière c'est simple. Hein, vous avez juste à regarder avec les images que vous allez faire un petit peu partout. Comment on peut le transmettre? Tout simplement déjà en acquérant des connaissances. Et puis derrière, c'est simple, hein, c'est comme bonjour, hein, on le donne et puis les gens le reçoivent ou pas, mais je pense qu'ils le reçoivent bien. Écoute, c'est extra de t'en parler. Est-ce qu'il y a un endroit particulièrement que tu préfères par rapport à un autre, là, sur ces chemins? Sur ces chemins, Ouais. alors on a l'observatoire qui est un petit peu plus loin, qui a maintenant 3-4 ans, Oui. qui a été construit par nos services techniques, D'accord. qui ont plein de talents dans les mains. Et du coup, je vous invite à y faire un petit tour. Eh bien, on y va. Je te suis. C'est parti. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce marais de Longeville? Alors c'est tout simplement qu'on est vraiment en rétro-littoral. Et c'est un peu une surprise pour les gens de voir que juste derrière la forêt et juste derrière l'océan, on a déjà le marais. On a vraiment une frontière qui délimite la mer, la forêt et le marais. Et ça permet aux gens donc, de faire plein d'activités. Je pense que c'est ce qui caractérise un peu Longeville. Oui, avec tous les paysages bien différents. Enfin, là, je vois, on arrive de la plage, et puis après, on a traversé la forêt. C'est ça. Et ensuite, les champs pour arriver jusqu'au petit bourg de Longeville. Exactement. Et là, surprise, on ne s'attend pas du tout à tomber Et sur puis le marais. on est vraiment en pleine nature, on est un peu dépaysé, c'est ce que ressortent les gens de leur balade quand ils viennent nous rendre visite. Ouais. Et c'est vrai que c'est fort agréable et même nous, notre cadre de travail est fort agréable pour ça. Mais c'est sûr, mais par contre, vous arrivez à assurer une saison à deux? Alors non, on a des saisonniers qui viennent nous D'accord, renforcer. ok, tu me rassures. En principe dès le mois d'avril. Bon là, avec le Covid, tout ça, ça a décalé un petit peu l'ouverture. complètement. Mais sur les périodes de forte fréquentation, donc on va avoir les vacances d'avril, ensuite on a donc les ponts de mai souvent, et après forcément l'été. Là, on double ou on quadruple quasiment les effectifs. On est quasiment 7 à tourner Ouais, sur l'animation ici du Marais, Heureusement. sur l'été, parce qu'on reçoit quand même à peu près 25 000 visiteurs par saison. Est-ce que tu aurais des projets pour ce site de la Maison du Marais? Alors, on a plein de projets qui sont en cours. On ne peut pas tout vendre, hein, Non, sinon j'imagine. ce serait trop gros. J'imagine. Mais c'est un site qui est en plein développement. Alors après, il faut juste faire attention de bien respecter l'environnement. C'est ça. Parce qu'on est un site classé, on est Natura 2000. Donc on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi sur un site comme celui-ci. Mais on a de beaux projets qui sont en accord avec la nature et qui vont se développer dans les années futures. Et là, on a déjà développé donc, la partie sur laquelle on marche, là, le fameux sentier du Marais qui nous permet de relier le Marais, la forêt et la mer. Et on arrive donc vers l'observatoire. Et donc là, on a la roselière qui est toute fleurie sur la période de mai, Qui doit être magnifique. qui est merveilleuse. Et donc là, on va tomber sur une lagune un petit peu plus loin où ça abrite pas mal d'animaux souvent. On a assez de richesse, un petit peu plus que par rapport au Marais mouillé. Tout D'accord. simplement parce que les terrains sont dégagés, donc c'est plus propice à la chasse pour les animaux. Tu vas te faire des ennemis, là, tu Non, sais, non, du tout. On adore le Marais mouillé. Et après, tout le monde a son territoire et ça marche très bien comme ça. Si on peut surtout pas comparer. Hein. Non, c'est incomparable et tout le monde travaille bien et il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que nous, on a la chance de voir beaucoup d'échassiers souvent. On a des cigognes, on a des hérons, on a des faucons, on va voir des buses, etc. etc. Là-bas, vous comprends ce avez que un tu veux cygne dire. qui est en train de nicher. Vous en avez 2 là-bas, vous voyez. Ouais. Et on a tout un, regardez, plein de Ah cigognes les là-bas au fond. cigognes qui sont tout au fond, Voilà, tu les vois, Stéphane? merveilleuses. C'est ça.
Donc là, Benjamin, j'imagine qu'il s'agit de l'observatoire dont Voilà, tu me donc parlais. là on arrive à l'observatoire et donc on a les 2 lagunes de chaque côté. D'accord. Et donc après, cet observatoire-là va être agrémenté de panneaux pédagogiques dans les futures semaines Ok. pour montrer un petit peu tout ce qu'il y a sur le plan d'eau qu'on a devant nous. Et donc voilà, l'idée c'est que les gens arrivent, se posent et attendent les animaux gentiment. Ouais, c'est un chouette poste. C'est un chouette poste. Et ce chemin qu'on a pris tout à l'heure avec Stéphane, qui s'appelle le Sentier du Marais, Ouais. c'est un chemin de combien de kilomètres? Alors le chemin, il fait 4 km sur la petite boucle. Et on a un autre circuit de 9 km. Et ce circuit de 9 km donc, relie le marais, la forêt, la plage et le centre-bourg. Voilà, donc c'est Qui celui qu'on permettent a pris. vraiment de découvrir tous les paysages en juillet, quoi. C'est plutôt plat, j'imagine. C'est plutôt plat. Ah, ouais. nous, en tout cas, la partie qu'on a faite, Voilà, c'est vraiment, plutôt on est plat. vraiment axé la chose sur de la balade et non pas de la randonnée très sportive. Non, non, la balade familiale, ce qui est, quoi. voilà, ce qui est accessible à tous et c'est le principal. Entre océan, bocage et marais. Cette maison est véritablement nichée au sein d'un écrin bien préservé. À la pointe du marais Poitevin, à pied, en vélo ou en canoë, il faut impérativement passer voir Benjamin. Ce petit jeune du pays qui vous parle avec amour de ses racines. Des étoiles plein les yeux, assurément, vous serez séduit. Écoute, vraiment, Benjamin, un grand merci pour toutes ces Merci à explications. Je crois que là, on retourne sur la maison du Marais, c'est ça? Exactement, sur la maison du Marais, puis la guinguette qui est à côté. Écoute, c'est génial. C'est un bel endroit? C'est un magnifique endroit. Et si tu veux, ce soir, on vous invite à manger à la guinguette. Et après, C'est vrai une deuxième surprise, c'est qu'on fait une balade nocturne en barque. Et on va partir avec les lampes frontales et tout ça. Donc si jamais ça vous intéresse, on vous invite pour la petite balade ce soir. C'est vrai? Ouais. Stéphane, t'en dis quoi? Ah bah écoute, on est Allez, parti. c'est parti. À tout à Merci, l'heure. Benjamin. Je voulais vraiment profiter de notre passage à Longeville pour rencontrer une artiste atypique. Alors c'est vrai, tous les artistes sont atypiques, mais celle-ci peut-être un peu plus que les autres. J'ai eu la chance de la découvrir sur Télémonnaie dans l'émission Chemin de Traverse. Cette artiste s'appelle Julie et elle habite juste ici. C'est parti. Bonjour Julie? Oui, Bonjour Julie. bonjour. Alors tu vas m'expliquer, nous sommes où? Alors nous sommes au 218 rue des Hêtres, à Longeville-sur-Mer. Voilà, nous sommes dans mon atelier boutique, là l'endroit où je détourne des objets anciens pour leur redonner vie. Là, quel est ton métier Julie? Alors je me définis comme une créatrice d'objets insolites. Créatrice d'objets insolites, mais comment tu es arrivée? Alors ça c'est une grande histoire de par plusieurs biais. En fait, si tu veux, moi, quand j'étais enfant, mon père, mes parents m'ont montré beaucoup d'objets qui appartenaient à mes grands-parents. Et ça m'a toujours fait rêver ces souvenirs qui sont liés aux objets. Donc il y a toute cette, toute cette part-là. Et puis ensuite, après, j'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'habitat. Et j'ai eu envie en fait de proposer des objets de décoration uniques qui sortent de l'ordinaire pour vraiment avoir une décoration vraiment personnalisée. Moi en fait ce que je voulais au départ quand j'ai créé mon activité, c'est que les gens puissent me rapporter en fait des objets qu'ils ont à eux. Des objets justement auxquels ils tiennent ou qui savent pas forcément quoi en faire et du coup pour les réintégrer en fait chez eux. Leur donner une seconde vie. C'est ça. Quel objet comme ça tu peux Je refaire? pense à une radio de Marie. Un petit peu comme celle-ci. Voilà, une radio dans cet esprit-là. Du coup, c'était la radio de sa grand-mère qui était décédée depuis longtemps. Et du coup, elle avait cette radio et voilà, elle avait envie en fait de la remettre en valeur chez elle. Et donc, je l'ai transformée en luminaire. Julie, c'est ton atelier? Oui, c'est mon atelier, ouais. Donc, c'est ça qui est super intéressant dans cet endroit, c'est que là, je peux Mais oui, exposer mes complètement. créations et je peux travailler à côté. Donc là, j'ai un super espace de travail. Je vois que là, tu as des choses de sortie, justement. Qu'est-ce que tu t'apprêtais à faire? Ah, ça, c'est un ancien chauffage terre-mort. Et ça, c'est une commande, en fait, que m'a ramené Valérie. Du coup, c'était le chauffage qu'il y avait chez ses parents. Alors, attends, c'était un chauffage, C'était un petit chauffage d'appoint? Un petit chauffage soufflant, tu vois, tu as D'accord. le petit ventilateur ici. Hop, les résistances qui étaient devant. La jolie grille, j'aime beaucoup, voilà. Donc ça, c'était vraiment comme ça. Et puis là, en fait, je vais le transformer en luminaire. Donc je vais me resservir, je pense, de la tâche qu'il y a ici pour pouvoir la réintégrer ailleurs. Je vais enlever les résistances, je vais bien sûr garder le ventilateur. Et puis du coup, voilà, ça va être reparti pour un tour quelque part dans un sens Mais différent. c'est extraordinaire, en fait, de donner une seconde vie à des objets qui ont appartenu à nos grands-parents. Julie, 4 ans après, quel regard tu as sur
ta petite expérience. Ouais, pour mais tu vois, ça l'instant. me donne des frissons. Je suis hyper heureuse en fait. C'est vraiment. Je vais pas pleurer tout de suite, mais non, mais c'est vrai que je suis hyper. Ouais, je suis hyper épanouie en fait dans mon travail. Je suis hyper contente d'arriver au lundi, de recommencer la semaine. Et puis du coup, ça change toujours. Je fais plein de belles rencontres, comme toi aujourd'hui. Voilà, j'entends aussi plein d'histoires. Moi, j'aime beaucoup les histoires de famille au travers de ces objets-là. Donc c'est plein d'émotions positives. Merci Julie. Merci à vous. Au revoir. Bonne balade. Reprenons le chemin et partons vite retrouver Xavier et Benjamin à la maison du Marais. Au pied de l'embarcadère, une guinguette baptisée le Débarque. Un petit bistrot, le proprio, mais les petits plats dans les grands. Après des jours et des jours de chemin, savourons ce dîner improvisé. Mais comment savait-il que nous adorions les huîtres? Les choses sérieuses commencent. Rappelez-vous, ils nous ont véritablement vendu du rêve à Longeville. Des canoës, des pagaies, tout y est. Nous sommes tout oui. Let's go, maestro. La balade semi-nocturne, donc comme vous le voyez, on part au brun et on revient de nuit. Donc on va pas voir les mêmes choses, on va pas entendre les mêmes choses que la journée. On va passer entre les gouttes ou pas. Hein. Donc vous allez être embarqués par Benjamin et moi-même. Allez, parti. Tout le monde est là? Et ici, c'est aussi le marais Poitevin. On est sur la partie nord du marais Poitevin qu'on appelle le marais desséché. On vient de passer sous un pont qui s'appelle le pont de la Pépierre. Ce pont de la Pépierre sous lequel vous êtes passé est la passerelle entre la civilisation, donc Longeville-sur-Mer, et le marais. Donc il faut savoir qu'il y a 150 ans, ce pont-là, c'était un port, puisque le fret, le commerce s'établissait essentiellement sur des voies fluviales. Il n'y avait pas encore de réseau routier, ni de réseau ferroviaire. Donc ici, il y avait une vie de dingue, il y avait beaucoup de frais, d'échanges de produits divers et variés. Il faut savoir qu'à 10 km de là, on avait les marais salants et que le sel, qui était donc l'or blanc, était énormément échangé sur ce pont qui était le port de la Pépierre à la base. La Pépierre, c'est le petit village que vous avez traversé pour venir jusqu'à nous. Vous avez senti les gouttes, non? Est-ce que vous pouvez ramer avec un parapluie? Ouais, si l'accroche dans l'eau, ça va, ouais. Quand on n'est pas blonde, comment on fait? Donc le parapluie, on en parlera tout à l'heure, mais quand on le met à l'envers, il y avait une pêche qui s'appelait la pêche à la vermée. On se servait des parapluies, mais ça va être un petit peu plus compliqué pour ce soir. Donc ce pont qu'on a traversé s'appelait donc le port de la Pépierre, du nom du village qui est juste derrière nous. Et nous, on a inventé depuis quelques années une petite histoire. C'est l'histoire d'Eugène. Eugène, du nom du patriarche qui habite dans ce petit village à la Pépierre, qui a 97 ans, qui est encore très très actif, et qui est né donc à Longeville. Notre personnage est né en 1850, a vécu ici, a pu faire tant d'activités sur le marais et est venu vivre et observer les activités du pont de la Pépierre et ensuite est allé sur notre parcours pour profiter de toutes les activités qu'on peut y faire. Commence à flottiller un peu. Je vous annonce la petite averse dans 1 heure. Non, mais non, il va tomber quelques gouttes.
Retour à la case départ. Voilà. C'est une belle aventure quand même. Bienvenue dans le Marais breton. Ah non, c'est pas le Marais breton, c'est le Marais poitevin. Voilà, on s'est fait avoir par la pluie, mais c'était quand même super génial et à refaire. On va pas vous dire en espérant que vous ayez passé un bon moment. Donc c'était la première fois à Longeville qu'on prenait l'eau. Et c'était ce soir avec vous. Écoute, en même temps, c'était génial. Et puis On a nous, arrosé ça. On a arrosé ça et nous, ça nous donne envie que d'une seule chose, en fait, c'est de revenir pour voir quand même Longeville. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Sec et pas attaqué par les poules d'eau ce coup-ci. Tu les dresses à aller C'est ailleurs. vrai qu'il y a une petite poule d'eau qui a attaqué un de nos pratiquants, mais bon, ça fait partie de la nature. Après, Ça fait partie de la nature. On aimerait bien quand même le faire au sec, parce que là, on en a pris une bonne quand même. C'était sympa. Xavier, merci en tout cas. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, on vous attend une prochaine fois avec de la batterie. Caméra cachée, même pas. Plus de batterie. Ah, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Soirée complètement improbable. Xavier, merci. Ça m'en super bien de retrouver le soleil ce matin, là qui perce dans les pins. Ça annonce une belle journée. Mais oui, vous connaissez pas l'endroit? Nous non plus d'ailleurs. On avait réservé chez Manusurf au Conche. D'ailleurs, je vais le retrouver pour le brunch. Et puis apparemment, après, il m'a concocté une petite initiation au surf. C'est parti. Manu, merci pour ton accueil. Eh bien, bienvenue. Donc nous sommes là au Conche. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est à ton univers? On voit une école de surf, un resto, un hébergement, enfin, un magasin de surf également. Qu'est-ce que Manusurf? Eh bien, Manusurf, en fait, ça s'est développé... au départ, en fait, c'est une école de surf, il y a 25 ans. Une des premières écoles de surf privées en Vendée. Et en 1999. Et puis petit à petit, ça s'est développé. Voilà, on a eu quelques opportunités qui nous ont permis de grandir un peu, d'avoir cet endroit. Donc voilà, maintenant on a fait des logements, on a fait ce qu'on appelle le banc de sable et une surf house dans laquelle tu peux dormir. Tu as le restaurant, tu as l'école de surf maintenant qui est rattachée. Et puis on a eu l'année dernière l'opportunité de racheter à côté et on a refait le surf shop. Puis le terrain encore d'à côté. Mais c'est vrai que c'est un grand espace qui est incroyable parce qu'on monte vers la plage, on découvre ça, le magasin, le banc de sable. On se doute pas qu'il y a des hébergements derrière, donc des tipis. On a dormi cette nuit. Tu es Longevillais, Manu, d'origine? Absolument pas. Moi, je suis né à Paris, moi. Tu es né à Paris, alors. Mon papa est né ici, en fait. Ton C'est pour ça que j'ai passé toutes mes vacances d'enfance ici. J'ai appris à surfer ici quand j'avais 10 ans. Et ensuite, je suis parti au Pays Basque quelques années. J'ai passé mon brevet d'État de surf. Et un jour, j'ai un ami qui est passé en allant au Maroc, Arnaud Bouquet, qui me dit tiens, la commune de Longeville, le maire est prêt à investir dans un club de surf. Voilà, c'était Monsieur Guérin à l'époque. Et il était prêt à mettre, il était avant-gardiste, il était prêt à mettre 1 million d'euros, 1 million de francs à l'époque. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. C'est énorme. Dans un club de surf. Donc il avait déjà tout compris, lui. Qu'est-ce qui t'a plu dès le départ sur cette idée d'école de surf? Pourquoi une école de surf? Tu voulais pas continuer tout seul, toi, des compétitions, voilà? Qu'est-ce qui t'a poussé? Non, moi j'ai toujours un peu cette fibre en fait d'apprendre aux autres, voilà, de partager ma passion. Donc ça c'est une chose qui reste encore. J'en donne moins maintenant parce que je suis occupé sur d'autres choses à manager. Voilà, on a une grosse équipe. Maintenant, en été, sur tous les secteurs, en tout, on va être 30 juillet-août. Donc ça commence à être... L'affaire d'il y a 25 ans a bien grossi. Qu'est-ce qui lui a permis de grossir, d'ailleurs? Le travail. Non, mais c'est vrai. Non, j'ai beaucoup bossé. Le tourisme aussi qui a grandi un petit peu ici. Et puis l'engouement pour le surf aussi qui est en plein boom encore actuellement parce que les gens ont besoin de se tourner vers la nature. C'est un endroit... quand on est immergé dans la mer, en fait, la nature, on ne peut pas être plus immergé, quoi. C'est direct, Certainement, si tes compétences, ça a dû marquer la différence dès le départ aussi, parce que tu étais talentueux au surf, compétent. On essaye, bien sûr, il faut être sérieux, c'est-à-dire qu'il faut donner le meilleur soi-même tout le temps. Et le service, je pense, le service au client, en fait, c'est super important.
plus on offre de services, plus on est à l'écoute, plus les gens sont contents. Voilà, moi j'essaye de faire comme pour moi. Est-ce que c'est pour ça aussi que tu as voulu créer une offre complète? C'est-à-dire que le client vient ici en stage de surf, il peut venir manger au restaurant, il peut coucher sur place, enfin, finalement il fait sa petite vie autour. Exactement. En fait, pourquoi? Alors, je vais te dire exactement pourquoi. C'est qu'à un moment donné, donc j'avais plein de partenaires, hébergeurs, restaurateurs, etc., avec qui je travaillais, et j'étais pas satisfait. Pas à 100% en fait. Je me disais, mais en fait, moi, j'aimerais faire comme ça, comme si, les recevoir de cette façon, leur donner ça à manger, etc., etc. Et donc, tout ça a mûri dans ma tête, mais j'avais déjà ça en tête il y a 25 ans, moi. Il y a 25 ans, je me voyais déjà ici avec un surf camp, avec ce que je fais. Voilà, donc c'est juste une suite logique pour moi de ce que j'avais déjà en tête. J'avais déjà pensé à tout ça, et je m'étais dit, cet endroit, c'est celui-là. J'imagine que ça a complètement aussi dynamisé ce petit quartier des Conches qui serait peut-être tombé un petit peu. Je pense, en fait, ce qui s'est passé justement pour parler, par exemple, de l'évolution du tourisme ici et des campings, c'est qu'à un moment donné, les campings ont tout fermé, en fait, autour d'eux. Et donc, les épiceries, les bars, tout se trouvait dans les campings. Du coup, la rue, parce qu'avant la rue, justement, la personne, M. Gravelot, qui s'est marié ici d'ailleurs, qui me vend le terrain d'à côté, son père avait la boucherie. Il y avait une boucherie, il y avait une épicerie, il y avait une bibliothèque. Et donc, tous les gens avaient accès à ça dans la rue des Conches. Donc, effectivement, je suis en train tout simplement de remettre un petit peu ce qui était il y a quelques années, il y a 30 ans ou 40 ans, voilà, effectivement, cette dynamique et cette vie qu'il y avait dans ce quartier. Ce qui est super important, parce que les Conches, c'est combien d'habitants à l'année? Je pense que les gens sont assez contents, ouais. Mais bien sûr. Parce que c'est gros. Bonne question, je ne sais pas combien d'habitants. C'est assez important quand même. Ouais. C'est un quartier qui est quand même très important. Ouais, c'est quand même un quartier de Longeville. C'est quand même, ça a toujours été, d'ailleurs, les Conches, ça appartient à Longeville. Hein, et bon, alors il y a toujours eu des petites rivalités entre le village des Conches et le village de Longeville, mais au final, c'est quand même la même commune. Et ça, c'est génial. Merci Manu. Voilà. Écoute, là, Manu, je crois qu'on a les meilleures conditions pour aller faire du surf. Ouais, petite vague ce matin. Moi, j'aurais encore. Soleil. Mais c'est ça. Et j'aurais encore une dernière question à te poser, parce que 25 ans après, les choses ont bien changé. Ouais. Ta vie aussi, certainement, ta vie personnelle. Au départ, tu étais seule. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est devenu une aventure familiale? Est-ce que tu es accompagnée Ah bah oui, par un les peu tiens? quand même, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, avec Anna et sa maman. Voilà, parce que elles font partie, celles qui ont vraiment créé toute la partie artistique de ce lieu, la décoration, voilà, tout cet ensemble. Ouais. C'est chouette pour toi maintenant d'avancer à deux, en fait. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est génial. Manu, depuis 25 ans, ton cerveau bouillonne. Plein d'idées, plein de projets. Voilà, d'où le résultat aujourd'hui. Alors toujours, justement, quels seraient les prochains? On va finir déjà celui-là, mais on est en train de réfléchir à un projet de slow tourisme avec Anna. Qu'est-ce que slow tourisme? Eh bien, c'est du tourisme durable, c'est des activités qu'on peut faire sur place, c'est avec un impact très réduit sur l'environnement, c'est se déplacer en vélo, c'est peut-être avoir une piscine naturelle plutôt qu'une piscine classique, c'est aussi trouver des partenaires locaux avec qui justement on développe ce tourisme. C'est par exemple une ferme à aller visiter qui est à côté de chez nous, qui est pas loin. Et puis évidemment, ça ira avec le surf. Le slow-tourisme, c'est avec le surf. Forcément. Voilà. Alors ce serait intéressant qu'on puisse te présenter une éco-guide qu'on a rencontrée sur le chemin. Carrément. Et qui irait parfaitement avec ton projet. Carrément, avec plaisir. Manu, un grand merci et j'espère surtout en fait que Manu Surf gardera toujours cette ambiance familiale, conviviale qui règne vraiment ici. On va tout faire pour que ce soit le cas parce que sinon on va perdre notre âme. Tu me présentes Johan? Ouais. Mon initiateur au surf, c'est une première quand même. Une première pour toi là. Une première. Et en même temps, voilà, c'est ce qu'on disait, petite vague, soleil, la bonne marée. Johan, un super moniteur, qui a beaucoup d'expérience déjà et qui est toujours au top. Donc, je te fais confiance. Je pense que tu vas bien t'amuser. Je te fais confiance. Merci Manu. À bientôt. Merci à toi. Nous voilà embarqués pour une nouvelle aventure.
Prenons large, paré et bien équipé, direction Bud Bud, en compagnie de ce charmant jeune homme. Voici donc Johan. Mais admirez cet espace de jeu, un spot merveilleux. Une immense forêt de pins maritimes, des dunes de sable et une plage rectiligne à perte de vue. Au programme, surf, soleil, vagues, sans oublier chute et sourire. Action. Créée il y a 25 ans, Manusurf est en réalité la première école établie en Vendée et plus précisément ici à Longeville. Écoutons Johan, soyons attentifs à ces mots. Bien évidemment, l'ami Manu a su s'entourer de moniteurs diplômés, toute une équipe qui sait offrir le meilleur aux amateurs de la planche. À toutes! Véritablement, un spot donne aux surf vendéens une réputation fameuse qui dépasse largement nos frontières. Avez-vous trouvé ? Voici Bud Bud, un espace immense se développant sur la côte langevillaise. Niché entre le Bouille et la Tranche, ce petit paradis est assurément l'Éden idéal pour faire un break. Un beach break, justement. Non mais le truc c'est que là la marée elle va monter, donc on va faire ça au début. Là de toute façon au large, c'est ce que je vous dis, c'est trop compliqué. Pour l'instant, restez au bord et attendez les grosses parce que les petites elles vont casser très près du bord, donc elles vont vous casser dessus. Les grosses elles vont casser plus loin, vous aurez plus de temps pour glisser. Tu vois, c'est juste ce que je leur ai expliqué, de surtout pas aller trop loin. Oui. Parce que nous ce qu'on veut surfer, pour l'instant c'est les mousses. Tu vois la vague là, elle se lève, elle casse. Et maintenant, elle est en mousse blanche, tu vois. C'est celle-ci qu'on va faire. C'est devant les mousses blanches, donc on va vraiment pas aller trop loin, parce que tu vois, elle casse quand même près du bord. Faire un point, planter le décor, Johan s'y prend merveilleusement bien. Discret et attentif, Johan est d'une patience incroyable. Explications, écoute et conseils, il observe pour toujours apporter le meilleur. Je retourne donc à l'eau, je me lance, j'ose. Allez hop, c'est parti. On attend la vague, on la sent, on se lève très vite pour trouver la position. Cette position qui nous fera tenir et avancer. Avancer droit avec un regard toujours bien posé. Stéphane rigole, moi aussi. On rit de bon cœur car cette parenthèse fait du bien. Un bien fou même. C'est excellent, excellent les amis. Voilà, c'était une merveilleuse expérience quand même, c'était génial, être sur la plage du Bud, voilà, avec toutes ces conditions réunies pour faire du surf. Je crois aussi que j'avais un super moniteur, ultra pédagogue, et je leur remercie. Allez, on continue et on va remonter le littoral. C'était vraiment de chouettes 24 heures, parce que hier midi, en fait, on était tout au bout là-bas, à la Pointe du Groin. La Pointe du Groin, du coup, à la Tranche. Et là, ça y est, on arrive sur Saint-Vincent. Et on a traversé vraiment tout ce pertuis breton. Voilà, on arrive au pied de la maison du Grand Georges. L'océan, les fleurs, la bicoque, le monde de Clémenceau, les mots, bel et bas mon ciel. Ça a dit d'aller voir la maison de Clémenceau ? Fermé. Bon, bah, ce sera pas cette fois-ci. Voilà. Des vieilles pierres, une porte, une trace de fenêtre. Mais qu'est-ce ? Merveilleuse, magnifique abbaye de Lieu-Dieu, un ancien établissement monastique d'origine médiévale. Continuons vite notre chemin. Atteindre l'estuaire du Perret, pour le contourner, voici donc notre objectif.
vient de traverser tous les soirs du Perret et nous voici donc arrivés au petit port de la Guittière. Marielle Fillodot, artiste peintre. Par là, apparemment. Marielle ? Ah, bonjour. Bonjour Marielle. On ne se connaît pas ? Non. Je m'appelle Marion. Bonjour Marion. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Emmanuel, j'ai fait du parapente avec lui et il m'a conseillé de venir jusqu'à la Guittière pour te rencontrer. On peut se dire tu ? Oh, on peut se tutoyer avec plaisir. Ah, mais écoutez, super. Alors Marielle, où est-ce qu'on se trouve là ? Dans un atelier d'artiste ? Tu es artiste ? Voilà, je suis artiste peintre. C'est mon atelier, effectivement, dans lequel on est là. Pourquoi la Guittière ? Un coup de cœur Un coup de cœur que j'avais eu dans ma vie d'avant, en fait, quand je travaillais à l'époque à la Chambre de métier et j'ai visité les artisans. Je suis venue ici pour faire une pause et je suis tombée sur la Guittière et je me suis dit c'est magnifique ici. Et un jour, j'aimerais habiter là. C'est vrai. Et plusieurs années après, j'y suis. C'est incroyable la vie. Ouais, tu parlais de ta vie d'avant, tu n'as pas toujours été peintre ? Non, j'ai pas toujours été peintre. Je suis peintre depuis une dizaine d'années. D'accord. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé en entreprise. Donc j'ai vraiment eu une autre vie avant. Ah, vraiment une vie différente aussi. Vraiment une vie différente, oui. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le pinceau et la palette ? Alors c'est une grande histoire. Pour faire court, je crois que c'est la suite d'un voyage qu'on a fait à l'époque avec notre premier enfant qu'on a fait en Australie. On est parti voyager pendant 1 an. Et ça m'a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes où je me suis dit au retour, voilà, j'ai vraiment envie de faire autre chose que ce que je fais jusqu'à présent. Et je me suis posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et je me souviens parce que je me promenais sur une plage et je me suis dit qu'est-ce que j'aimais faire enfant. Et là m'est revenu ce que j'aimais faire. J'aimais dessiner, j'aimais peindre. Je prenais des cours du soir aux Beaux-Arts. Donc depuis toute petite. Et depuis toute petite, j'avais cette passion. En fait, c'était une passion qui était toujours là, qui avait toujours été là, que j'avais pas pu développer. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, on y va. Je me suis remise à dessiner et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et peut-être après aussi une histoire de rencontre ? Alors les rencontres, ça a été les parents des élèves, parce que mes enfants étaient à l'école à ce moment-là, à La Vraie-Croix, un petit village en Bretagne, qui sont venus me voir quand ils ont vu mes expos et qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous donner des cours de dessin ? Ça a commencé comme ça, chez les uns, les autres, à 3, 4, 5, et j'ai commencé à donner des cours. C'est aussi une part importante de ton métier que de transmettre. Transmettre, partager, oui, c'est essentiel. Ouais. Marielle, est-ce que tu peux nous parler de ton univers ? Parce que moi, ce que j'en vois déjà, c'est un univers qui est très coloré. Après, bien sûr, avec des inspirations. Est-ce que la Guittière a pu t'inspirer ? Clairement, ça m'a inspirée pour les ciels, les ciels, l'univers marin. Je faisais aussi beaucoup de bateaux quand j'étais petite, donc j'ai beaucoup aimé peindre, et j'aime toujours peindre, ce qu'on voit de la terre quand on est en mer. Donc c'est tout cet univers marin, mais de terre, et tout ça, ça se mélange aussi à la Guittière. J'aime beaucoup l'œuvre qui est là-bas, le format panoramique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu ? Parce que je trouve qu'elle a un côté mystérieux aussi, cette œuvre. Oui. Elle s'appelle Aimer le monde, déjà. C'est vraiment quelque chose qui me... Parce que j'écris en même temps quand je peins. D'accord. C'est l'objet de mon livre à retraverser. À chaque fois, tu expliques chacune de tes œuvres, alors, tes j'explique démarches. pas. C'est des écritures, c'est de l'écriture plutôt poétique. D'accord. Et cette-ci, c'est vraiment Aimer le monde parce qu'elle correspond vraiment pour moi à l'arrivée ici à la Guittière et à ma façon, à la poésie que je mets dans la façon de voir et de peindre mes paysages. Donc là, c'est l'estuaire du Perret, celui qu'on voit de la plage de la Guittière. C'est génial. Mais avec mon interprétation à moi. Voilà. Et donc, quand tu dis que tu écris, ce petit livre qui est à droite, c'est, on peut dire, un récit, l'un de tes... On le voir ici aussi. Il y en a ici. Voilà, donc ça s'appelle Art traversé. D'accord. Et voilà, le sous-titre, en fait, D'une rive à l'autre de ma vie, chronique d'une expression artistique, explique un petit peu le principe du livre. C'est un petit peu des chroniques et les images de mes aquarelles qui sont présentées tour à tour. Pour toi, l'un ne va pas sans l'autre. Non, aujourd'hui, je dirais exactement. Aujourd'hui, pour moi, peindre et écrire, c'est le même processus. C'est une très belle démarche. Créatif. Et voilà, ça permet vraiment d'exprimer une large palette aussi de ce qu'on a envie d'exprimer. Encore une qui a osé passer le cap pour réaliser ses rêves. Marielle, c'est l'histoire d'une artiste. C'est un voyage, une véritable traversée. Ici, tout est poésie et douceur, finesse et couleur. Marielle a trouvé ici son équilibre. Un équilibre qui se développe au sein de son bel univers créatif. Marielle aime partager. Notre-Dame au pinceau adore transmettre, et notamment en rendant l'art accessible et visible. Beau parcours de vie, magnifique mission. Chapeau l'artiste. Merci et à très vite.
Dis-moi. Tu vas prendre là derrière. Oui. Au camping à droite. Oui. Après sur la route. D'accord. Tu arrives au village de la Guitière. Bon, super. Merci beaucoup, Marielle. Merci, Bel Marion. été, en Merci tout cas. à vous deux, et puis bel été. Oui. Au revoir. Au revoir. Il m'inspire, ce petit chemin. Bonjour. Bonjour. Je ne suis tout pas vous déranger. Peut-être que vous étiez en train de travailler. Ouais, Oui. Je m'appelle Marion. Je m'appelle Samuel, bonjour Marie. Bonjour Samuel, on peut peut-être se tutoyer? Avec plaisir, pas de souci. Écoute, on vient d'arriver à la Guitière. On est tombé sur la rue des Salines. Ouais. On est Vous très êtes bien tombé. N'est-ce plutôt. pas? On est très intéressés par ce sujet. Je sais pas, tu es d'ici? Oui, moi je suis d'ici, j'habite au Sable d'Olonne, mais je travaille ici à Talmont et beaucoup à la Guitière, ouais. C'est vrai? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous faire découvrir un petit peu cet univers Ouais, on peut visiter mon bureau si tu veux. C'est vrai? Ouais. Tu nous invites dans ton bureau Allez, alors? c'est un open space, faut Je te pas s'étonner, suis. on risque de croiser d'autres gens, mais c'est pas grave. Moi je travaille ici, je fais de la médiation à l'environnement, de l'éducation nature. Je suis animateur nature, j'aime bien ce mot-là. D'accord. C'est un chouette métier. Ouais, ça va, ouais. Faut bien travailler à l'école, mais j'y suis réussi. Et ça fait longtemps que tu travailles, que tu fais cette profession et que tu travailles ici dans les marais salants de Guitière? Alors à la Guitière, ça fait quelques années, 4 ou 5 ans je crois. Mais par contre, j'ai commencé à faire de l'éducation à l'environnement à l'âge de 15 ans. Ah oui. Donc ça fait longtemps. Je suis pas très vieux, mais ça fait 25 ans maintenant. Et voilà, j'ai toujours travaillé un peu autour des marais. C'est un milieu qui me plaît beaucoup, autour de l'océan aussi et du milieu marin. Mais là, c'est vraiment les marais et les marais salants. Donc là, on est sur la Guitière. J'ai travaillé longtemps autour des Sables d'Olonne, mais la Guitière est un joyau vraiment intéressant, quoi. Là, on est vraiment sur un marais sauvage. Est-ce qu'on peut parler de marais sauvage? Non, pour moi, non, en fait. Dis-moi. Eh ben, il y a 2000 ans, on imagine un petit peu les Gaulois qui sont là, un peu à la cool, là, avec une grande vasière ici, c'est-à-dire rien à voir avec le paysage qu'il y a actuellement. Et des Romains qui arrivent par ici et qui leur disent, bah, nous, quand on a des vasières comme ça, sur la côte méditerranéenne, là, on en fabrique des marais salants. Et les Gaulois, à l'époque, sont hyper intéressés, parce que le sel, ça veut dire la conservation des aliments. Et donc, ils se disent, bah, allez-y, montrez-nous ça, quoi. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'a pas été une guerre intestine entre Romains et Gaulois. Au contraire, ils sont plutôt bien entendus dans certains endroits. Ils ont fait des choses ensemble. Donc moi, déjà, ce côté pacifique et paisible, ça me plaît bien. Ça casse un petit peu les mythes. Et puis après, on peut imaginer des gens qui ont commencé à fabriquer ces buttes-là, à creuser ces bassins qu'il y a autour de nous, et puis à dire, à partir de ces bassins-là, on va faire du sel. Et voilà comment ça marche. Ça, c'était il y a 2000 ans. Ensuite, ça a beaucoup évolué. Au Moyen-Âge, 900 à peu près, il y a des gens qui se sont dit que le sel c'était vraiment important et qu'il fallait vraiment faire beaucoup pour continuer ces esprits de conservation et puis de développer le site. On était déjà dans une idée de développement des territoires. Et donc il y a un monsieur, Guillaume de Chauve à Talmont-Saint-Hilaire, qui a récupéré ces marais, qui les a fait restaurer, qui a fait exploiter du sel dedans et qui a commencé à en vendre. Et voilà, maintenant on est à peu près 2000 ans après. On a des marais qui sont un peu cassés la figure, on en a beaucoup moins maintenant. Mais par contre, on a un outil de production de sel qui est ultra efficace. C'est vrai. Et en plus qui est magnifique, quoi. Donc là, on est sur un très très gros projet humain. Mais voilà, on n'a pas fait que n'importe quoi. Des fois, on fait des choses bien. Et c'est important de le noter. On fait les choses bien. Guillaume, Samuel. Tu peux m'appeler Maurice. Mais non, mais tu viens de parler de Guillaume Le Chauve, donc j'ai rebondi sur Guillaume Le Chauve. Excuse-moi. Je t'en prie, c'est pas grave. Samuel, pour faire son métier, j'imagine que tu as côtoyé énormément de sauniers qui t'ont appris aussi de nombreuses choses. Est-ce que toi, tu es curieux? Est-ce que tu vas à la recherche de l'humain? Oui. En fait, c'est tout ce qui me plaît dans ce site naturel aussi. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, là, j'ai découvert des gens qui m'ont complètement passionné sur la faune, la flore, que je voyais sur un piédestal en me disant « Waouh, c'est incroyable ce qu'ils font ». Et parmi ces gens-là, il y avait un vieux saunier qui se trouvait à l'île d'Olonne, André Raffin. Et je me suis retrouvé à vouloir faire son travail là. J'ai fait des études en protection de l'environnement où on nous explique que c'est important d'essayer de convaincre les gens de protéger la planète et de faire des choses bien. Et moi, je trouvais ça un peu dommage de ne pas le faire moi-même. J'en avais très envie. Et donc, je me suis lancé dans l'activité de saunier avec un ami, Benoît, à l'île d'Olonne. Ça a duré 7 ans à peu près. C'était génial. Et puis, très très vite, en fait, non seulement je voulais faire ça, mais je voulais absolument expliquer aux gens en quoi est-ce que c'était bien. Tu sais, quand tu découvres quelque chose, tu as envie de montrer aux gens. Donc là, c'était un peu l'idée. De leur transmettre, de leur ouais, montrer transmettre, ouais, bien sûr. Ouais. Au moins d'éveiller, quoi. Après, ils font ce qu'ils veulent. On n'a pas tous les mêmes goûts. Mais en tout cas, tu vois en quoi est-ce que moi, je trouvais ça génial. Et voilà, donc sur ce marais salant, on a très vite fait des explications, mis en place des petites visites où on parlait du travail, mais aussi de la faune et de la flore qui lui étaient liées. Et en quoi est-ce que nous, on trouvait ça magique de faire ce boulot. Et puis, les choses de la vie ont fait que j'ai arrêté au bout de 7 ans, que j'ai voulu continuer dans l'éducation à l'environnement.
Et voilà, après avoir fait pas mal de structures, parce que c'est un milieu qui est très précaire, je suis arrivé ici à la Guittière, au centre socioculturel du Talmondais. D'accord. Qui m'a fait l'honneur de m'embaucher. Quel est ton port d'attache aujourd'hui? Et maintenant, voilà, je travaille avec eux, même si voilà, mon port d'attache, et y compris avec le centre socioculturel du Talmondais, je peux travailler un peu partout sur le département. Et, en fait, j'ai la chance de pouvoir animer les espaces naturels sensibles du département, d'une partie du département. Donc, mon travail, c'est de montrer aux gens les plus beaux sites de Vendée. Tu vois, alors là, donc là, tu as une soude, là, tu as de l'eau bionne. Tu veux goûter? Je veux bien. Ça va être très iodé. Tiens. Merci. Ah. Effectivement. L'eau bionne, on l'appelle aussi l'herbe aux ânes, c'est ça qu'on donnait à manger aux ânes. Rien de personnel, hein, Marie. Mais, les botanistes qui vont dire ça, c'est de l'achillée millefeuille. C'est une plante qu'on trouve partout. Là, elle s'appelle l'achillée millefeuille parce que tu vois, sur une feuille, tu en as plein d'autres. Et cette plante-là, on appelle la plante des femmes. Ça fait des cils. Eh oui, génial. Tu vois, comme ça. Comme un mascara. Un peu, ouais. Et plante des femmes parce que c'est une plante... Alors, je suis pas pharmacien et je suis pas médecin, d'accord? Donc, je suis pas en train de te dire qu'il faut te soigner avec ça ou autre chose. Je te dis juste ce qui a été dit et ce qui a été fait. Après, si toi, tu as envie de te soigner avec les plantes, c'est pas mon souci. Je suis pas responsable. Je veux pas être... Merci, Samuel. Je veux pas être taxé de médecin à 2 balles un peu bizarre, là. Non, c'est pas ça. Alors, que peut-on faire avec cette plante? Cette plante-là, on dit qu'elle est hémostatique. Si jamais tu te coupes, tu écrases un petit peu et puis tu mets sur ta coupure et ça va couper le sang. Mais ça va soigner tous les problèmes de sang. Tu te mets ça en tisane pour les règles, pour les choses comme ça. Ça va permettre de soigner ces problèmes-là. D'accord, ok. En tout cas, c'est ce qu'il en est dit. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'arnica, par exemple, va soigner, tu sais, va être un très bon contre-coup. Bien sûr, oui. Enfin, de l'arnica, moi, je suis pas certain que ça ait été trouvé un jour en marais de la Guittière. Du coup, comment ils faisaient les gens ici? Ils devaient bien se soigner. Ils n'avaient pas de médicaments. Ben, en fait, c'est d'autres plantes. Alors aujourd'hui, quand tu vas à la Guittière et puis tu dis bah, si je me tape et que je me fais un bleu, avec quoi je me soigne, tout le monde répond l'arnica. Bah non, quoi. Alors, tu me conseilles quoi? Bah, tu prends les pâquerettes qu'il y a dans ton jardin, si tu as un jardin. Des pâquerettes, c'est-à-dire que je coupe la feuille. La fleur. Tu prends les têtes florales. Alors, la pâquerette, c'est une Et je composée. frotte. Ouais, si tu veux. Mais autrement, tu peux aussi faire ton baume. Alors là, par contre, je peux te le dire parce que c'est pas quelque chose que tu vas ingérer, tu vas pas te faire mal avec ça. Tu prends des têtes florales, donc là, tu sais, là, le petit bouton jaune avec les pétales qui sont autour, qui sont pas vraiment des pétales d'ailleurs. Et en fait, tu récupères ces têtes-là, tu les mets dans un bocal, tu mets de l'huile. Alors forcément, si tu demandes ça à quelqu'un qui en fait, il va dire le mieux, c'est de l'huile de noyau d'abricot. C'est celle qui coûte la plus chère. C'est ça. Et ben là, tu prends de l'huile locale de tournesol qui est faite, moi j'en connais à Chantonnay, qui est très efficace. Ouais. Tu remplis en fait ton bocal avec l'huile et avec les fleurs qui sont dedans, puis tu le laisses au soleil pendant 2 ou 3 semaines. Ça va te faire une infusion solaire. Et ensuite, tu filtres tout ça, et puis ça y est, t'as ton baume. Voyez ces yeux qui pétillent, ces yeux qui observent et qui aiment. Samuel connaît, il sait et transmet. Il transmet un savoir issu de nombreuses heures de recherche. Et oui, quand on aime, eh bien, on ne compte pas. Mais as-tu bien tout retenu, Stéphane? Toutes ces infos sont si précieuses sur le chemin. Voici un homme au cœur énorme, une générosité sans fin, un homme qui met tout en œuvre pour nous faire plaisir. Merci. Savourons ce paysage, un paysage qui s'offre à nous, un décor à couper le souffle. Écoutons bien tous les éléments. Quelle est ta plus belle satisfaction, Samuel? Quelle émotion te fait vraiment, rendre fou de joie? C'est quand il y a un participant, et surtout si c'est un enfant, qui va me sortir un truc sur une plante, ou sur un oiseau, ou sur quelque chose. Qui va t'apprendre quelque chose? Ah bah oui, carrément. Ouais. Parce qu'en fait, moi je trouve ça sympa de partager des choses avec les gens, mais justement c'est un partage, donc ça va dans les deux sens. Et, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui peuvent avoir du mal parfois à essayer, soit de me contredire, pas essayer, mais à me contredire quand ils en ont besoin, ou alors que moi, au contraire, quoi. Et j'hésite pas du tout à dire à tout le monde que oui, je fais des erreurs, il y a des fois je me trompe, il y a des fois je... Sûr qu'il n'en fait pas. Mais en fait, quand j'ai une correction de la part de quelqu'un, ah bah là ouais, là on parle. C'est-à-dire que ça y est, ça veut dire qu'en face, il y a aussi des gens qui connaissent et que tout ça, ça se développe, quoi. Tu as réussi à créer l'échange. Ouais, voilà. Samuel, malheureusement, on va être obligé de te quitter parce qu'il va falloir qu'on reprenne le chemin. Bah oui. Merci Samuel. Je t'en prie. Bel été. Oui, à toi aussi. À bientôt. Au revoir.
Voici la pointe du Perret, un paysage qui a vraiment un air de bout du monde. La fin du chemin approche, on ne peut pas aller plus loin. L'estuaire, la forêt, la plage, ce petit port de la Guittière sera notre dernière étape. Celle où, forcément, le cœur se serre, mais chut. Les viviers de la Guittière, eh bien ça y est, nous y sommes. C'est l'endroit que m'a conseillé Samuel et je dois aller y rencontrer François. Alors, qui est François? On va découvrir. François peut-être? Oui. Bonjour François. Bonjour. Marion, enchantée. Bonjour François. Alors c'est Samuel, des Ouais. centres sociaux de Talmont, qui m'a conseillé de venir te rencontrer. Ben, il a bien raison. On peut se dire tu, François? Oui, on peut se dire tu. Je suis trop jeune pour qu'on me dise vous, moi. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. Alors ici, nous sommes chez toi. Oui. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une ferme ostréicole? C'est une cabane ostréicole. Une cabane ostréicole. Nous, ici, on est au port de la Guittière. Yes. Et on est au bout du port de la Guittière. C'est-à-dire qu'on est vraiment le tout dernier au bout du bout. On peut pas aller plus loin. On peut aller plus loin, mais on va vite prendre l'eau. Nous voilà, on a voulu faire une dégustation. Enfin, moi, je suis ostréiculteur, on va commencer du début. Je suis ostréiculteur, c'est-à-dire que je produis les huîtres depuis 2008. Et on a voulu créer une petite dégustation pour que les gens puissent manger sur place et surtout dans un cadre très naturel. C'est-à-dire que c'est hors de question qu'il y ait du béton, c'est hors de question qu'il y ait une belle véranda. C'est nature. T'as pas un plus beau paysage ici, François? Ah, ça serait difficile. Ce serait compliqué. T'acceptes de marcher un petit peu avec nous? Oui, bien sûr, On est avec parti. plaisir. Alors comment tu arrives ici? T'es un enfant du pays? Non, moi je suis pas un enfant du pays, je suis un homme du Nord. Du Nord. Tu veux repartir tout de suite? Non, bien au contraire. On Moi, m'avait dit que t'es un personnage atypique. Ah, ça se voit tout de suite. Mais c'est Rien ce que que j'aime. physiquement. C'est exactement ce qu'on aime. Non, moi je suis un homme originaire du Nord et après j'ai fait mes études au Pays Basque. Ça va, j'ai vécu aussi dans des endroits sympas. J'étais à Saint-Jean-de-Luz. T'as goûté la côte et atlantique je au suis- Pays Basque. Oui. Et je suis arrivé ici en week-end et je suis tombé amoureux de l'endroit. C'est-à-dire vrai que j'ai un copain qui m'a dit viens voir, il y a un truc sympa à vendre. Je suis arrivé, je suis pas reparti. Et c'est comme ça et pas plus bête. Et t'as vu une formation d'ostréiculteur? J'avais une formation de production aquacole, c'est-à-dire que je faisais un petit peu de tout, surtout du poisson, mais on avait vu aussi les huîtres. Et les huîtres, le plus dur, c'est pas forcément de les produire. Le plus dur, c'est de bien les produire. C'est ça. Et oui, mais ça, on a tout ce qu'il faut ici. Mais alors comment tu t'acclimates quand t'arrives ici? Effectivement, t'as trouvé l'endroit, t'es tombé amoureux de l'endroit, mais on ne s'installe pas comme ça. Enfin, surtout dans une région qui est, on va dire, un petit peu chauvine, mais qui aime... Oui, mais quand on s'impose pas, on est bien. Quand on ne s'impose pas, on Bah est oui. bien. Alors Moi, comment? je suis pas vendéen, mais je suis en Vendée. Donc, moi, j'aime les Vendéens, j'aime la Vendée. Comment ça s'est passé alors en 2008? Tu décides Eh ben, d'acheter, tu achètes. C'était en septembre 2008. Je vais vraiment expliquer l'histoire, ce qui est vraiment drôle. J'arrive ici, il était un petit peu trop tard, le soleil se couche, et le lendemain, le soleil se lève. Et là, j'ai compris tout de suite. C'est-à-dire qu'en une demi-heure, je savais qu'il fallait que je sois ici. C'est-à-dire qu'au lever du soleil de l'autre côté et au coucher du soleil la veille, j'ai compris que c'est là qu'il fallait être. Ici, je trouve qu'on est dans un milieu, un endroit où on échange. C'est-à-dire que les gens ils viennent pas juste acheter des huîtres et ils repartent. Ouais. C'est ça aussi que j'aime avec la Guittière. C'est-à-dire que les gens se promènent, les gens, ils ont envie de passer un moment. Et c'est à nous de leur apporter un bon moment. Ouais, c'est ça. D'où aussi Je suis la sûr que tu vas création. aimer ça. Ouais, c'est évident, mais c'est aussi Mais cette oui. création de ta terrasse qui est vachement séduisante Oui. quand on arrive. Enfin, voilà, tu Mais ça fait partie du moment. C'est-à-dire que quand on dit. Moi, je trouve ça important parce que par exemple, le dimanche matin, on a beaucoup de monde. On est ouvert le dimanche matin, tous les dimanches matins, il y a beaucoup de monde. Mais il y a très peu de monde qui sortent de la voiture, qui rentrent dans le magasin, qui prennent leurs huîtres et qui s'en vont. Les gens, ils aiment passer un moment ici. Et en fait, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on essaye de comprendre, nous. Nous, on a un métier où on peut prendre un moment avec les clients et on peut créer un moment. C'est-à-dire que, regarde, on est déjà en train d'en créer un là. Aujourd'hui, François, ça fait plus de 10 ans que tu es installé. Je regarde si j'ai les cheveux blancs, mais ça va. Non, mais c'est la bonne. Voilà, c'est le bon timing justement pour faire un bilan sur les années écoulées. Quel regard tu as sur ces 10 années? Tu les as pas vues passer déjà, je pense. Non, je ne les ai pas vus passer. Quand j'ai racheté en 2008, je m'étais donné 10 ans. C'est-à-dire que j'avais dit, tu fais ça 10 ans, et puis après, tu feras un peu autre chose, parce que je pense que les jeunes sont encore plus comme ça maintenant, mais moi, je ne me voyais pas faire ça jusqu'à 60 ans. Et il y a 3 ans, on va dire ça, C'était et ben, je me suis dit, l'anniversaire. allez, on a fêté nos 10 ans, déjà ça c'était bien, on a fait vraiment, j'ai invité tous mes clients, c'était vraiment un bon moment, et je me suis dit, allez, maintenant on fait un point, et on regarde ce qu'on a fait, et on regarde ce qu'on peut faire. Ouais. Et tout ce que j'avais fait, j'étais content, même mes erreurs, même mes... Enfin, voilà, on en fait tous. Mais en tout cas, je les ai fait tout seul, c'est déjà pas mal. Et le futur, je le voyais pas sans être ici. Donc en fait, même si je voudrais changer de métier, je pourrais pas partir d'ici. Et donc, je suis obligé de rester là. C'est génial. Est-ce Eh que oui. tu as des projets justement, comment faire évoluer les viviers de la Guittière? Parce que tu es quand même sur un travail ancestral. Hein. Des savoir-faire, des techniques. C'est dur de faire évoluer tout ça. Donc,
Non, on arrive à faire... Moi, j'ai développé des prestations sur les mariages, j'ai des livraisons de plateaux de fruits de mer. Pendant le confinement, on a créé un site internet qui marche plutôt bien, où on peut livrer des huîtres partout en France en 24 heures. Donc les gens viennent ici l'été, et au mois de décembre ou au mois de février, quand ils font un anniversaire, ils me commandent des huîtres, et ça, c'est pas mal. On arrive toujours à faire quelque chose de nouveau aujourd'hui. C'est compliqué de ne pas innover. Avec Internet, avec les livraisons qui sont faciles, les gens aiment de plus en plus sur les mariages des produits comme ça. Même moi, à mon mariage, j'avais un producteur qui était là, on aime ça. On aime ce côté vraiment rencontre des gens. C'est vraiment la mode. Donc nous, on surfe là-dessus. Tu es vraiment à l'écoute aussi de ton client et la oui, personne. Mais moi, mon métier, c'est mon client. Moi, je suis pas quelqu'un qui produit des huîtres et qu'après, en plus, je les vends. C'est-à-dire que non, il faut que l'huître, on part d'une base où il faut satisfaire le client. On peut en faire ce qu'on veut des huîtres. On peut créer des huîtres basiques, on peut créer des huîtres laiteuses en ce moment, on peut créer des huîtres pas laiteuses. Et c'est au moment où le client veut qu'elles soient comme il le veut qu'il faut produire comme ça. Et donc le client, c'est la base. Et après, on fait autre chose. Enfin, ce qui ressort vraiment chez toi, quand même, François, c'est ta générosité. Enfin, t'as un cœur. Ouais, je sais pas. Ne me demandez pas d'argent, vous en aurez pas. En fait, alors, j'ai pas demandé d'argent, mais j'ai quand même quelque chose à te demander. Oula, vas-y. Ça fait des jours et des jours qu'on marche sur les chemins de Vendée, qu'on part à la rencontre de tous les acteurs. Aujourd'hui, on arrive à la Guittière, et comme tu disais tout à l'heure quand on est arrivé, j'ai bien aimé cette image, on ne peut pas aller plus loin. Non. Mais je crois qu'on peut quand même aller un peu plus loin. Oui. Mais pour ça, on a besoin de ton aide, en fait, François. Ah ouais, ça c'est vrai. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, moi, je vous emmène. On Je y vous va emmène où vous voulez, moi. C'est parti? C'est à vous d'assumer après. Ah ben, je te suis. Allez. Là, vous êtes en train de marcher sur à peu près 10 ans de coquilles d'huîtres. Alors, pourquoi il te faut un moteur? Regarde, bien la vie. Je te déteste, Stéphane. On va se mouiller dans la vie, madame. Allez, c'est parti. Alors, je vais quand même te donner un conseil avant de descendre. C'est que moi, je connais à peu près l'endroit, mais pas toi. Il est déjà un trou. Pardon. Ah, je t'ai pas dit qu'elles étaient étanches, je t'ai dit que c'était des bottes. On va doucement, hein. Moi, je suis en train de prendre l'eau. T'as pas peur de prendre l'eau? Je suis plus ça. Regarde là. Ah oui, d'accord, ok, c'est... D'accord? Tu vois, on a pas besoin d'aller bien loin. Mets-toi de ce côté-ci du bateau. Moi, je vais monter les marques. Comment tu fais, par là? Tac. D'habitude, on revient beaucoup plus basse que ça. Ça y est, bon, on peut m'attendre. Ah, moi, t'as voulu venir quand il faisait beau. Alors? Je t'avais dit que t'allais chanter comme Francis Lalanne, c'était pas que les bottes. J'aurais dû garder la combinaison. Bon, regarde. Vous en avez bien loin? Ah non, non, non. Je t'ai pas promis que t'allais passer un vrai moment? Ah, bah si, complètement. Que je n'oublierai jamais, c'est ça. Je me débrouille pas trop mal, François, c'est bon? Je me débrouille pas trop mal. Ouais, stagiaire, pas mal. Ça va? Je peux faire la saison, ça marche? Regarde ton métier. Punaise, par contre, là, il y a le courant. Stéphane, t'es lourd. Je vois pourquoi elle a du mal à descendre, l'eau. Ah, c'est bien, c'est bon. Elle sert à quoi, tes bottes? Bah, rien du tout. Tu veux partir par où? Attends, dans 1 mètre. Voilà, maintenant tu peux aller où tu veux. Ah, ça y est, c'est bon, on commence à remonter là. Il n'y a plus aucun parc là où t'es. C'est un fou furieux, ce François. Mais un fou furieux comme on les aime. Il m'a bien eu, j'avoue. Bravo l'ami, car tu as su nous offrir la surprise. Cette fameuse surprise que nous attendions pour marquer le terme de notre aventure. Clap de fin. Je rends les armes. Arrosons alors dignement notre petite vadrouille. On s'arrête avec des sourires plein la tête, des rencontres, des moments de partage, des instants authentiques, des émotions, des découvertes, tant de richesses qui nous poussent à continuer. Malheureusement, stoppons ici notre chemin, en espérant pouvoir le reprendre bien vite. Pourquoi ? Tout simplement pour repartir à la rencontre de tous ces caractères qui font la force de notre territoire. Merci à tous pour vos sourires, vos mots. Merci pour votre générosité. Merci surtout à mon compagnon de route, Stéphane. Mais dis, on repart quand ?